Pendant que vous lisez ces mots, votre corps est en train de tomber. Pas métaphoriquement, littéralement. Vous tombez à travers l'espace-temps à une vitesse vertigineuse, et pourtant vous ne bougez pas d'un millimètre. Votre chaise vous pousse vers le haut avec une force équivalente à celle d'un moteur de fusée miniature. Le sol sous vos pieds accélère constamment vers vous. Et la chose la plus étrange, ce que vous appelez quad zéro, cette force invisible qui vous maintient collé à la Terre, n'existe tout simplement pas. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une simplification. C'est la conclusion inévitable de la relativité générale, et elle bouleverse absolument tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité. Imaginez maintenant ceci. Vous êtes dans un ascenseur sans fenêtre, flottant quelque part dans l'espace profond, loin de toute planète ou étoile. Soudain, l'ascenseur commence à accélérer vers le haut à exactement 9,8 mètres par seconde carrée. Vos pieds touchent le sol. Vous sentez votre poids. Si vous lâchez une pomme, elle tombe. Maintenant, question cruciale. Existe-t-il une expérience, n'importe quelle expérience que vous pourriez réaliser à l'intérieur de cet ascenseur, qui vous permettrait de déterminer si vous êtes dans un ascenseur accélérant dans l'espace ou simplement posé sur Terre? Albert Einstein, en 1907, a réalisé quelque chose d'extraordinaire. La réponse est non. Absolument aucune expérience ne peut faire la différence. Et cette observation apparemment simple allait détruire notre compréhension de la gravité. Revenons en arrière. Pendant plus de 200 ans, depuis qu'Isaac Newton a publié ses Principia Mathematica en 1687, l'humanité croyait comprendre la gravité. C'était une force, une attraction mystérieuse entre deux masses. La Terre vous tire vers le bas. Vous tirez la Terre vers le haut. Simple, élégant, et complètement, fondamentalement faux. Pas inexact, faux dans sa conception même de ce qu'est la gravité. Newton lui-même était troublé par sa propre théorie. Dans une lettre à Richard Bentley en 1693, il écrivait qu'imaginer qu'une masse puisse agir sur une autre à distance, à travers le vide, sans aucun médiateur, lui semblait cotin. Newton avait raison d'être troublé. Sa théorie fonctionnait brillamment pour prédire les mouvements des planètes, mais elle ne pouvait pas expliquer comment la gravité fonctionnait réellement. Einstein a passé 10 ans, de 1907 à 1915, à développer une nouvelle vision. Pas une amélioration de Newton, pas une correction, une révolution conceptuelle totale. Et au cœur de cette révolution se trouve une idée si étrange, si contre-intuitive, qu'elle défie notre expérience quotidienne. L'espace et le temps ne sont pas un décor fixe dans lequel les événements se déroulent. Ils sont un tissu dynamique, malléable, qui peut se courber, se tordre, onduler comme la surface d'un océan. Et cette courbure, cette géométrie déformée de l'espace-temps lui-même, c'est ce que nous appelons à tort quad 2. Voici comment cela fonctionne réellement. Imaginez l'espace-temps comme une immense toile élastique tendue dans toutes les directions. Maintenant, placez une boule de bowling au centre. La toile se déforme, créant une dépression. Si vous faites rouler une bille près de cette dépression, elle ne va pas continuer en ligne droite. Elle va courber sa trajectoire, spiraler vers la boule de bowling. Mais voici le point crucial que presque tout le monde rate. La bille n'est pas attirée par une force. Elle suit simplement le chemin le plus droit possible, dans un espace qui n'est plus plat. En relativité générale, on appelle cela une géodésique, l'équivalent d'une ligne droite dans un espace courbe. Vous, assis là en ce moment, vous pensez être immobile. Vous vous trompez complètement. Vous voyagez à travers le temps à une vitesse d'1 seconde par seconde. C'est votre mouvement naturel dans l'espace-temps. Mais la Terre, avec sa masse colossale de 5,97 fois 10 puissance 24 kg, courbe l'espace-temps autour d'elle. Cette courbure fait que votre trajectoire naturelle à travers le temps se transforme en une trajectoire qui vous rapproche du centre de la Terre. Vous tombez constamment vers le centre de la planète, suivant la géodésique la plus droite possible dans cet espace-temps courbe. Et le sol ? Le sol vous empêche de suivre cette trajectoire naturelle. Le sol vous pousse vers le haut, vous accélère constamment loin de votre chemin naturel. C'est pourquoi vous sentez votre poids.
ce n'est pas la gravité qui vous tire vers le bas, c'est le sol qui vous pousse vers le haut, vous empêchant de tomber librement. Cela semble fou, n'est-ce pas? Mais considérez les astronautes dans la Station spatiale internationale. Ils flottent, en apesanteur, et nous disons qu'ils sont en microgravité. Encore une fois, complètement faux. La gravité à l'altitude de la station, environ 400 km, est seulement environ 10% plus faible qu'à la surface de la Terre. Si la gravité était une force qui les tire vers le bas, ils devraient sentir 90% de leur poids normal. Alors pourquoi flottent-ils? Parce qu'ils tombent. Ils tombent librement, suivant leur géodésique naturelle dans l'espace-temps courbe. La station tombe, les astronautes tombent. Tout tombe ensemble, et c'est précisément pour cela qu'ils ne sentent aucune force. Ils sont enfin libres de suivre leur trajectoire naturelle dans l'espace-temps, sans qu'aucune surface ne les en empêche. En 1960, Roger Penrose de l'université d'Oxford a développé ce qu'on appelle maintenant les diagrammes de Penrose, une façon de visualiser comment l'espace-temps courbe affecte le mouvement. Ces diagrammes révèlent quelque chose de profond. Dans un espace-temps plat, sans masse pour le courber, tous les chemins à travers le temps sont parallèles. Ajoutez une masse, et ces chemins convergent. Ce n'est pas que la masse attire les objets, c'est que la masse change la géométrie même de l'espace-temps, faisant que tous les chemins naturels à travers le temps convergent vers elle. Vous ne pouvez pas résister à cette convergence sans être poussé hors de votre trajectoire naturelle. Et quand quelque chose vous pousse hors de votre trajectoire naturelle dans l'espace-temps, vous le ressentez comme une force. Maintenant, voici où cela devient vraiment étrange. Si la gravité n'est pas une force, mais simplement la géométrie de l'espace-temps, alors tomber librement n'est pas un mouvement accéléré. C'est l'état naturel, l'état de repos dans un espace-temps courbe. C'est être immobile sur le sol qui est un état d'accélération constante. Pensez-y. Quand vous êtes dans un ascenseur qui accélère vers le haut, vous vous sentez plus lourd. Quand il accélère vers le bas, vous vous sentez plus léger. Quand il tombe en chute libre, si le câble se rompt, vous ne sentez rien du tout, vous flottez. C'est exactement ce que ressentent les astronautes. La chute libre est l'absence de force. Être debout sur le sol est une accélération constante vers le haut à 9,8 mètres par seconde carrée. Cette inversion complète de notre intuition a des conséquences mesurables et vérifiables. En 1961, Robert Pound et Glenn Repka de l'université Harvard ont réalisé une expérience extraordinaire. Ils ont placé une source de rayons gamma au sous-sol d'un bâtiment et un détecteur au sommet, 22,5 mètres plus haut. Selon Newton, la gravité ne devrait affecter que les objets avec masse. Les photons, sans masse, devraient être immunisés. Mais selon Einstein, les photons voyagent à travers un espace-temps courbe. En montant dans la tour, ils grimpent hors d'une région où le temps s'écoule plus lentement vers une région où il s'écoule plus vite. Résultat, leur fréquence change. Ils perdent de l'énergie. Et c'est exactement ce que Pound et Repka ont mesuré. Un décalage vers le rouge gravitationnel de 2,5 parties par million de millions, exactement comme prédit par la relativité générale. Attendez, le temps s'écoule à des vitesses différentes? Oui. C'est une autre conséquence inévitable de la courbure de l'espace-temps. Plus vous êtes profond dans un puits gravitationnel, plus proche d'une masse, plus le temps s'écoule lentement par rapport à quelqu'un plus éloigné. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un effet d'horloge, c'est le temps lui-même. Votre tête vieillit littéralement plus vite que vos pieds. La différence est infime, environ 90 nanosecondes par an pour une personne d'1,80 m, mais elle est réelle et mesurable. Les horloges atomiques au sommet des montagnes battent plus vite que celles au niveau de la mer. Le système GPS doit corriger cet effet en permanence, sinon vos coordonnées dériveraient de plusieurs kilomètres par jour. Revenons à notre question fondamentale. Pourquoi avons-nous cru pendant si longtemps que la gravité était une force? Parce que l'approximation newtonienne fonctionne remarquablement bien dans la plupart des situations quotidiennes. Quand les vitesses sont faibles par rapport à la vitesse de la lumière, quand les champs gravitationnels sont faibles, quand les distances sont petites, les équations de Newton donnent des réponses presque identiques à celles d'Einstein. C'est comme utiliser la géométrie plane pour dessiner le plan d'une maison. Techniquement, la surface de la Terre est courbe, mais sur quelques mètres,
la différence est négligeable. Newton nous a donné une géométrie plane de la gravité. Einstein nous a révélé la courbure réelle. Mais il y avait des indices que quelque chose clochait avec Newton, même avant Einstein. Mercure, la planète la plus proche du Soleil, ne se comportait pas correctement. Son orbite précesse, le point le plus proche du Soleil se déplace lentement autour du Soleil au fil du temps. Les calculs newtoniens, prenant en compte l'influence de toutes les autres planètes, prédisaient une précession de 531 secondes d'arc par siècle. Les observations montraient 575 secondes d'arc, une différence de 43 secondes d'arc par siècle. Minuscule, mais indéniable. Les astronomes ont cherché une planète invisible, qu'ils ont appelée Vulcain, pour expliquer la différence. Ils ne l'ont jamais trouvée. En novembre 1915, quand Einstein a finalement résolu ses équations de champ pour l'orbite de Mercure et obtenu exactement les 43 secondes d'arc manquantes, il a écrit qu'il avait eu des palpitations cardiaques. La nature lui avait parlé directement. Imaginez maintenant quelque chose d'encore plus extrême. Une étoile massive, disons 20 fois la masse de notre Soleil, arrive en fin de vie. Elle a brûlé tout son carburant nucléaire. Plus rien ne peut contrer l'effondrement gravitationnel. En une fraction de seconde, le cœur de l'étoile, une masse supérieure à celle du Soleil, s'effondre dans un volume plus petit qu'une ville. La courbure de l'espace-temps devient si extrême que les géodésiques, les chemins naturels à travers l'espace-temps, pointent toutes vers l'intérieur. Même la lumière, voyageant à 300 000 km par seconde, ne peut pas s'échapper. Pas parce qu'une force la retient, mais parce que tous les chemins possibles à travers l'espace-temps mènent vers l'intérieur. C'est un trou noir. Et c'est la preuve ultime qu'Einstein avait raison. La gravité n'est pas une force, c'est la géométrie. En 1979, le physicien Kip Thorne du California Institute of Technology a calculé à quoi ressemblerait réellement un trou noir si vous pouviez le voir. Pas un disque noir dans l'espace, mais quelque chose de bien plus étrange. La courbure extrême de l'espace-temps agirait comme une lentille, déformant et amplifiant la lumière des étoiles derrière lui. Vous verriez un anneau lumineux, la lumière des étoiles qui passe juste au bord du trou noir, courbée à presque 180 degrés pour atteindre vos yeux. En avril 2019, l'Event Horizon Telescope, un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la Terre, a capturé la première image réelle d'un trou noir, au centre de la galaxie M87. L'anneau lumineux était exactement là où Thorne l'avait prédit 40 ans plus tôt. La géométrie courbe de l'espace-temps rendue visible. Mais voici ce qui devrait vraiment vous troubler. Si la gravité n'est pas une force, si c'est juste la géométrie de l'espace-temps, alors qu'est-ce que l'espace-temps exactement ? Newton pensait que l'espace était un conteneur absolu, fixe, dans lequel les choses se déplaçaient. Einstein a montré que l'espace et le temps sont entrelacés, dynamiques, influencés par la matière et l'énergie. Mais est-ce que l'espace-temps est une chose réelle, une substance, ou juste une description mathématique des relations entre les événements ? Cette question divise encore les physiciens aujourd'hui. Certains, comme Carlo Rovelli de l'Université d'Aix-Marseille, argumentent que l'espace-temps n'est pas fondamental, qu'à l'échelle quantique, il émerge de quelque chose de plus profond, peut-être un réseau de relations causales. D'autres maintiennent que l'espace-temps est aussi réel que la matière qu'il contient. Et il y a un problème plus profond encore. La relativité générale décrit magnifiquement comment la masse et l'énergie courbent l'espace-temps. Mais elle ne dit rien sur pourquoi la masse courbe l'espace-temps. C'est une description, pas une explication. Les équations d'Einstein vous disent « Donnez-moi une distribution de masse et d'énergie, et je vous dirai comment l'espace-temps se courbe. » Mais pourquoi l'univers fonctionne-t-il ainsi ? Pourquoi la présence de masse déforme-t-elle la géométrie de l'espace-temps ? C'est comme si nous avions découvert les règles du jeu sans comprendre pourquoi ces règles existent. Considérez aussi ceci. Vous êtes fait d'atomes. Chaque atome dans votre corps est composé de particules encore plus petites, quarks et électrons, maintenus ensemble par des forces quantiques. Ces forces, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, sont toutes décrites par la mécanique quantique comme des échanges de particules.
Les photons transmettent la force électromagnétique. Les gluons transmettent la force forte. Les bosons W et Z transmettent la force faible. Mais la gravité? Nous n'avons jamais détecté de graviton, la particule hypothétique qui transmettrait la force gravitationnelle. Et selon la relativité générale, nous ne devrions pas en chercher un, parce que la gravité n'est pas une force à transmettre, c'est la géométrie. Mais alors, comment réconcilier cette vision géométrique avec le monde quantique, où tout est particules et champs? En 1935, Einstein lui-même, avec Boris Podolsky et Nathan Rosen, a publié un article montrant ce qu'il considérait comme une absurdité de la mécanique quantique. Deux particules pouvaient être intriquées, leurs propriétés corrélées, instantanément, même séparées par des années-lumière. Einstein appelait cela une action fantôme à distance, et pensait que cela prouvait que la mécanique quantique était incomplète. Il avait tort. Les expériences d'Alain Aspect à l'université Paris-Sud en 1982 ont confirmé que l'intrication quantique est réelle. Mais voici l'ironie. La relativité générale d'Einstein elle-même contient une forme d'action à distance. Quand le Soleil se déplace, la courbure de l'espace-temps autour de lui change. Cette modification se propage à la vitesse de la lumière sous forme d'ondes gravitationnelles, mais elle affecte instantanément la géométrie locale de l'espace-temps. Comment une géométrie courbe peut-elle être compatible avec un monde quantique intriqué? Personne ne le sait vraiment. Revenons à vous, assis là, lisant ces mots. Chaque seconde qui passe, vous voyagez 300 000 km à travers l'espace-temps. C'est la distance que la lumière parcourt en une seconde, et c'est aussi la vitesse à laquelle vous vous déplacez à travers le temps. La Terre courbe cet espace-temps, transformant votre mouvement temporel en un mouvement spatial vers son centre. Le sol vous empêche de suivre ce chemin, vous accélérant constamment vers le haut. Vous ressentez cette accélération comme votre poids. Ce n'est pas la gravité qui vous tire vers le bas, c'est le sol qui vous pousse vers le haut, vous empêchant de tomber librement à travers la géométrie courbe de l'espace-temps. Tout ce que vous avez appris à l'école sur la gravité, que c'est une force d'attraction entre masses, est une approximation utile, mais fondamentalement incorrecte. Newton vous a donné une carte simplifiée, qui fonctionne pour la navigation quotidienne. Einstein vous a révélé le territoire réel, un espace-temps dynamique, courbe, où la masse et l'énergie dictent la géométrie, et la géométrie dicte le mouvement. Il n'y a pas de force, il n'y a que la courbure. Vous ne tombez pas parce que la Terre vous attire, vous suivez simplement le chemin le plus droit possible dans un espace qui n'est plus plat. Mais attendez, si tout ce que je viens de vous dire est vrai, si la gravité n'est vraiment qu'une géométrie courbe et non une force, alors nous devrions pouvoir mesurer cette courbure directement. Pas seulement ses effets sur les planètes ou la lumière, mais l'espace-temps lui-même en train de se déformer, de vibrer, d'onduler comme la surface d'un étang quand vous y jetez une pierre. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Le 14 septembre 2015, à exactement 9h50 45 secondes temps universel, deux détecteurs séparés par 3000 km, un en Louisiane, l'autre dans l'État de Washington, ont enregistré simultanément quelque chose d'extraordinaire. L'espace-temps lui-même venait de sonner comme une cloche. Deux trous noirs, chacun environ 30 fois la masse du Soleil, avaient fusionné à 1,3 milliard d'années-lumière de distance. Dans les dernières fractions de seconde avant leur collision, ils tournoyaient l'un autour de l'autre à la moitié de la vitesse de la lumière, déformant si violemment l'espace-temps autour d'eux que des ondulations, des ondes gravitationnelles, se sont propagées dans toutes les directions à travers l'univers. Et quand ces ondulations ont traversé la Terre, elles ont comprimé et étiré l'espace lui-même de moins d'1 millième du diamètre d'un proton. Pensez à ce que cela signifie réellement. Les détecteurs LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, sont des tubes en forme de L, chaque bras mesurant 4 km de long. Un faisceau laser se divise, voyage le long de chaque bras, rebondit sur des miroirs et revient. Si les deux bras ont exactement la même longueur, les faisceaux laser s'annulent parfaitement quand ils se recombinent. Mais quand une onde gravitationnelle passe, elle étire l'espace dans une direction et le comprime dans l'autre.
Un bras devient microscopiquement plus long, l'autre microscopiquement plus court. Les faisceaux laser ne s'annulent plus parfaitement. Et cette infime différence, un 10 millième du diamètre d'un proton sur 4 km, révèle que l'espace-temps lui-même vient de vibrer. Ce n'est pas que les miroirs ont bougé dans l'espace, c'est l'espace entre les miroirs qui a changé de taille. La géométrie elle-même a ondulé. Rainer Weiss, du Massachusetts Institute of Technology, Kip Thorne, du California Institute of Technology, et Barry Barish, également de Caltech, ont reçu le prix Nobel de physique en 2017 pour cette découverte. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que Einstein avait prédit l'existence des ondes gravitationnelles en 1916, seulement quelques mois après avoir finalisé sa théorie de la relativité générale. Il a calculé que quand des masses accélèrent de manière asymétrique, 2 étoiles en orbite, une supernova qui explose, elles devraient créer des ondulations dans la courbure de l'espace-temps qui se propagent vers l'extérieur à la vitesse de la lumière. Mais Einstein lui-même doutait qu'elles puissent jamais être détectées. Il les considérait comme un artefact mathématique, intéressant, mais probablement impossible à observer. Il avait tort. Nous les avons non seulement détectées, mais nous les utilisons maintenant comme un nouveau sens pour observer l'univers. Imaginez que vous soyez sourd depuis votre naissance, et que soudain, à l'âge adulte, vous acquériez l'ouïe. Le monde que vous pensiez connaître se révèle rempli de symphonies, de conversations, de tonnerres et de chants d'oiseaux que vous n'aviez jamais soupçonnés. C'est exactement ce qui s'est passé le 14 septembre 2015. Pendant toute l'histoire de l'astronomie, nous avons observé l'univers avec la lumière. Ondes radio, infrarouges, visibles, ultraviolettes, rayons X, rayons gamma. Mais la lumière peut être bloquée, absorbée, diffusée. Les ondes gravitationnelles traversent tout. Elles portent des informations sur des événements si violents, si extrêmes, qu'ils sont invisibles à la lumière. Nous venons d'ouvrir un nouveau canal sensoriel sur le cosmos. Et ce que nous entendons est stupéfiant. Depuis cette première détection, LIGO et son homologue européen Virgo ont enregistré plus de 90 fusions de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Chaque événement est unique. Certains trous noirs tournent rapidement, d'autres lentement. Certains ont des masses égales, d'autres sont asymétriques. Le 17 août 2017, les détecteurs ont capturé quelque chose de différent. 2 étoiles à neutrons, des cœurs effondrés d'étoiles massives, chacun contenant plus de masse que le Soleil, comprimés dans une sphère de 20 km de diamètre, en train de fusionner. Cette fois, les télescopes optiques ont également vu l'événement, une explosion de lumière appelée kilonova. Les analyses spectroscopiques ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Dans cette collision cataclysmique, dans des températures et des pressions si extrêmes qu'elles défient l'imagination, des éléments lourds se sont formés. L'or dans vos bijoux, le platine dans les convertisseurs catalytiques, l'uranium dans les réacteurs nucléaires. Tous forgés dans les dernières millisecondes de collision d'étoiles à neutrons, puis dispersés dans l'espace pour finalement se retrouver dans le nuage de gaz qui a formé notre système solaire. Vous portez littéralement les restes d'une collision cosmique sur votre doigt. Mais revenons à la question fondamentale. Comment savons-nous que ces ondulations sont vraiment de l'espace-temps qui vibre, et non simplement des vibrations ordinaires dans les détecteurs ? La réponse réside dans la signature précise du signal. Quand 2 trous noirs fusionnent, ils émettent un motif très spécifique d'ondes gravitationnelles. Au début, quand ils sont encore éloignés, ils orbitent lentement, émettant des ondes de basse fréquence. À mesure qu'ils perdent de l'énergie par rayonnement gravitationnel, ils se rapprochent, orbitent plus vite, émettent des ondes de fréquence plus élevée. Dans les dernières fractions de seconde, la fréquence monte en flèche. C'est ce qu'on appelle le chirp, le gazouillis. Puis, fusion. Un seul trou noir plus massif se forme, vibrant comme une cloche frappée, émettant des ondes qui décroissent rapidement. Ce motif entier, l'augmentation de fréquence, le pic, la décroissance,
correspond exactement aux prédictions des équations d'Einstein résolues sur des superordinateurs. Pas approximativement, exactement, à un niveau de précision qui exclut toute autre explication. Et voici ce qui devrait vraiment vous stupéfier. Les équations d'Einstein qui prédisent ces ondes gravitationnelles sont non linéaires. Cela signifie que l'espace-temps courbe affecte sa propre courbure. Les ondes gravitationnelles elles-mêmes transportent de l'énergie, et cette énergie courbe l'espace-temps, ce qui affecte la propagation des ondes, ce qui change l'énergie transportée, et ainsi de suite. C'est comme essayer de prédire les vagues sur un océan où les vagues elles-mêmes changent la profondeur de l'eau. Les mathématiques deviennent si complexes que pendant des décennies, les physiciens n'étaient pas sûrs que les ondes gravitationnelles soient réelles, ou simplement des artefacts de coordonnées, des illusions créées par un mauvais choix de système de référence. Ce n'est qu'en 1957, lors d'une conférence à Chapel Hill en Caroline du Nord, que Richard Feynman a proposé une expérience de pensée simple. Imaginez deux perles enfilées sur une tige. Quand une onde gravitationnelle passe, l'espace entre les perles change. Les perles glissent sur la tige, créant de la friction, générant de la chaleur. L'énergie réelle est dissipée. Les ondes gravitationnelles doivent donc être physiquement réelles. Maintenant, considérez l'échelle de ce que nous mesurons. La déformation de l'espace-temps détectée par LIGO est de 1 sur 10 puissance 21. C'est comme mesurer la distance jusqu'à l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, à 4,2 années-lumière, avec une précision de la largeur d'un cheveu humain. Ou comme détecter un changement dans la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, de moins que le diamètre d'un atome. Comment est-ce même possible ? La réponse implique certaines des technologies les plus sophistiquées jamais développées. Les miroirs de LIGO pèsent 40 kg chacun et sont suspendus par des fils de silice fondu plus fins qu'un cheveu humain, isolés des vibrations terrestres par des systèmes de suspension à 4 étages. Le vide dans les tubes est si poussé que seulement quelques milliards de molécules d'air restent dans chaque mètre cube, un vide meilleur que celui de l'espace interplanétaire. Les lasers sont stabilisés à une partie sur 10 puissance 23, et même avec toute cette technologie, les détecteurs captent constamment du bruit. Des camions passant à des kilomètres, des vagues de l'océan Pacifique se brisant sur la côte, même les fluctuations quantiques du vide lui-même. Ah oui, les fluctuations quantiques du vide. Voici où les choses deviennent vraiment étranges. Selon la mécanique quantique, le vide n'est pas vide. C'est un bouillonnement d'énergie, avec des paires de particules virtuelles apparaissant et disparaissant constamment. Ces fluctuations créent une incertitude fondamentale dans la position des photons dans les faisceaux laser de LIGO. C'est ce qu'on appelle le bruit de grenaille quantique, et c'est l'une des limites ultimes de la sensibilité des détecteurs. Pour le surmonter, les ingénieurs utilisent quelque chose appelé quad-set, une technique qui réduit l'incertitude dans une propriété du faisceau laser au prix d'augmenter l'incertitude dans une autre propriété. C'est une manipulation directe du principe d'incertitude de Heisenberg pour améliorer la détection des ondes gravitationnelles. Nous utilisons la mécanique quantique pour mesurer la relativité générale. Deux théories qui, fondamentalement, ne sont toujours pas réconciliées, travaillant ensemble dans le même instrument. Mais voici une question plus profonde. Si les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans l'espace-temps lui-même, que se passe-t-il quand elles se croisent ? Deux vagues sur l'eau peuvent interférer, créant des motifs complexes. Deux ondes lumineuses peuvent interférer, créant des franges d'interférence. Les ondes gravitationnelles peuvent-elles interférer ? La réponse est oui, mais d'une manière beaucoup plus complexe. Parce que les ondes gravitationnelles transportent de l'énergie, et que l'énergie courbe l'espace-temps. Deux ondes gravitationnelles qui se croisent ne s'additionnent pas simplement linéairement. Elles interagissent, créant potentiellement de nouvelles courbures, de nouvelles ondulations. Dans des cas extrêmes, deux ondes gravitationnelles suffisamment intenses qui se croisent pourraient théoriquement créer un trou noir à partir de rien d'autre que de la géométrie pure. Pas de matière, pas de particules, juste de l'espace-temps si violemment déformé qu'il s'effondre sur lui-même. Nous n'avons jamais observé cela, et nous ne le ferons probablement jamais. Les énergies requises sont astronomiques.
Mais c'est une prédiction inévitable des équations d'Einstein. Pensez maintenant à ce que cela signifie pour notre compréhension de la réalité. Dans la physique newtonienne, l'espace est un conteneur passif. Les choses se déplacent dans l'espace, mais l'espace lui-même ne fait rien. Dans la relativité générale, l'espace-temps est un acteur dynamique. Il se courbe en réponse à la masse et à l'énergie. Il ondule quand des masses accélèrent. Il peut même, dans des conditions extrêmes, s'effondrer sur lui-même pour former des trous noirs, ou se déchirer pour former des singularités. L'espace-temps n'est pas un décor. C'est un personnage principal dans le drame cosmique. Et voici quelque chose d'encore plus troublant. Si l'espace-temps peut onduler, peut-il aussi se briser ? En 1965, Roger Penrose a prouvé mathématiquement que dans certaines conditions, spécifiquement à l'intérieur d'un trou noir, l'espace-temps doit développer ce qu'on appelle une singularité, un point où la courbure devient infinie, où les équations de la relativité générale elles-mêmes s'effondrent et cessent de donner des réponses sensées. Stephen Hawking a étendu ce travail en 1970, montrant que notre univers lui-même a probablement commencé par une singularité, le Big Bang. Penrose et Hawking ont partagé le prix Nobel de physique en 2020 pour ces théorèmes de singularité. Mais voici le problème. Une singularité n'est pas juste un endroit où les nombres deviennent très grands. C'est un endroit où la théorie elle-même échoue. C'est la relativité générale nous disant « Je ne peux pas décrire ce qui se passe ici. Vous avez besoin d'une meilleure théorie. » Cette meilleure théorie serait une théorie quantique de la gravité, une description qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique. Et nous n'en avons pas. Nous avons des candidats, la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, la triangulation dynamique causale et d'autres. Mais aucune n'a été vérifiée expérimentalement. Et elles font des prédictions très différentes sur la nature fondamentale de l'espace-temps. Certaines suggèrent que l'espace-temps est granulaire à l'échelle de Planck, 10 puissance moins 35 mètres, composé de minuscules boucles ou de cordes vibrantes. D'autres suggèrent que l'espace-temps émerge de quelque chose de plus fondamental, peut-être un réseau d'intrications quantiques. Nous ne savons tout simplement pas. Mais revenons aux ondes gravitationnelles, parce qu'elles nous offrent une fenêtre unique sur ces questions. Quand une onde gravitationnelle voyage à travers l'univers pendant des milliards d'années, elle devrait, selon la relativité générale pure, arriver exactement à la vitesse de la lumière. Mais si l'espace-temps a une structure quantique, si les ondes gravitationnelles sont composées de gravitons, les particules hypothétiques de la gravité, alors différentes fréquences pourraient voyager à des vitesses légèrement différentes, un effet appelé dispersion. C'est exactement ce qui se passe avec la lumière dans un prisme. Différentes couleurs voyagent à des vitesses différentes dans le verre. Si nous pouvions détecter une dispersion dans les ondes gravitationnelles, cela révélerait la structure quantique de l'espace-temps lui-même. Jusqu'à présent, aucune dispersion n'a été détectée. Les ondes gravitationnelles de toutes les fréquences arrivent simultanément, exactement comme Einstein l'a prédit. Mais les détecteurs deviennent plus sensibles chaque année. Peut-être que dans la prochaine décennie, nous verrons enfin une déviation, un indice de la physique au-delà de la relativité générale. Considérez aussi ceci. Les ondes gravitationnelles nous permettent de voir des événements qui sont complètement invisibles à la lumière. Quand deux trous noirs fusionnent, ils n'émettent pratiquement aucune lumière. Ce sont, après tout, des trous noirs. Mais ils émettent d'énormes quantités d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Dans la fusion détectée le 14 septembre 2015, 3 masses solaires, 3 fois la masse entière de notre Soleil, ont été converties en énergie d'ondes gravitationnelles en une fraction de seconde. C'est E égale mc² à une échelle presque incompréhensible. Pour mettre cela en perspective, pendant ce bref instant, la puissance émise en ondes gravitationnelles était 50 fois supérieure à la puissance lumineuse combinée de toutes les étoiles de l'univers observable. 50 fois. Et pourtant, aucun télescope optique n'a rien vu. Seuls les détecteurs d'ondes gravitationnelles ont capturé l'événement. Maintenant, imaginez ce que nous pourrions découvrir avec des détecteurs encore plus sensibles. Le projet LISA, Laser Interferometer Space Antenna, prévoit de lancer 3 satellites en orbite autour du Soleil, séparés par 2,5 millions de kilomètres,
formant un triangle géant dans l'espace. LISA sera sensible aux ondes gravitationnelles de fréquence beaucoup plus basse que LIGO, des ondes produites par des trous noirs supermassifs au centre des galaxies, des millions ou des milliards de fois la masse du Soleil, fusionnant sur des périodes de mois ou d'années. Ces événements sont si énergétiques qu'ils devraient être détectables à travers tout l'univers observable. LISA pourrait potentiellement détecter des milliers de fusions de trous noirs supermassifs, cartographiant l'histoire de la formation des galaxies depuis le Big Bang. Et il y a quelque chose d'encore plus ambitieux. Si la relativité générale est correcte, alors le Big Bang lui-même, l'expansion explosive de l'univers il y a 13,8 milliards d'années, devrait avoir créé un fond d'onde gravitationnel primordial, une sorte d'écho gravitationnel du moment de la création. Ces ondes auraient des longueurs d'onde de milliards d'années-lumière et seraient incroyablement faibles, mais elles porteraient des informations sur les tout premiers instants de l'univers, bien avant que les atomes ne se forment, avant même que la lumière ne puisse voyager librement. Détecter ces ondes gravitationnelles primordiales serait comme entendre le cri de naissance de l'univers lui-même. Plusieurs expériences, dont BICEP au pôle sud et le satellite Planck, cherchent des signatures indirectes de ces ondes dans le rayonnement de fond cosmologique micro-ondes. Jusqu'à présent, aucune détection confirmée. Mais la recherche continue. Revenons maintenant à vous, assis là, lisant ces mots. Pendant que vous lisez, des ondes gravitationnelles traversent votre corps en permanence. Des fusions de trous noirs à des milliards d'années-lumière, des étoiles à neutrons en collision dans des galaxies lointaines, peut-être même le murmure quantique du Big Bang lui-même. Ces ondes étirent et compriment l'espace-temps autour de vous, changeant infinitésimalement la distance entre vos atomes. Vous ne le sentez pas, les déformations sont bien trop petites, mais elles sont réelles. Vous baignez constamment dans un océan d'ondes gravitationnelles, des ondulations dans la géométrie même de la réalité. Et voici ce qui devrait vraiment vous émerveiller. Chaque onde gravitationnelle que nous détectons a voyagé pendant des millions ou des milliards d'années pour nous atteindre. Elle porte des informations sur des événements qui se sont produits quand l'univers était jeune, quand les premières galaxies se formaient, quand les premiers trous noirs supermassifs engloutissaient de la matière. Ces ondes ont traversé l'expansion de l'univers lui-même, leur longueur d'onde étirée par l'espace en expansion, mais leur message préservé. Quand nous détectons une onde gravitationnelle, nous ne recevons pas seulement des données, nous touchons littéralement le passé. L'espace-temps qui vibre dans nos détecteurs aujourd'hui a été déformé par des événements qui se sont produits avant que la Terre n'existe, avant que le Soleil ne se forme, peut-être même avant que notre galaxie ne prenne sa forme actuelle. Pensez à l'audace de tout cela. Einstein a écrit ses équations en 1915, utilisant rien d'autre qu'un stylo, du papier, et une intuition profonde sur la nature de l'espace et du temps. Il a prédit que l'espace-temps devrait onduler, mais il doutait que nous puissions jamais le mesurer. Un siècle plus tard, nous avons construit des instruments si sensibles qu'ils peuvent détecter des changements dans la longueur de 4 km plus petits qu'un noyau atomique. Nous avons transformé la Terre entière en un détecteur géant, écoutant les vibrations de l'univers. Et ce que nous entendons confirme, encore et encore, qu'Einstein avait raison. La gravité n'est pas une force, c'est la géométrie. Et cette géométrie peut chanter. Mais il y a une question plus profonde qui émerge de tout cela. Si l'espace-temps est une chose qui peut onduler, vibrer, se déformer, alors de quoi est-il fait ? Qu'est-ce qui ondule exactement ? Dans l'eau, ce sont les molécules d'H2O qui montent et descendent. Dans l'air, ce sont les molécules d'azote et d'oxygène qui se compriment et se dilatent pour créer le son. Mais l'espace-temps ? Il n'y a rien en dessous de l'espace-temps. C'est le tissu même de la réalité. Alors quand nous disons que l'espace-temps ondule, nous disons que la réalité elle-même ondule. La géométrie de l'existence vibre. C'est un concept si profond, si étrange, qu'il défie notre intuition la plus basique sur ce que signifie exister. Et voici quelque chose d'encore plus troublant. Les ondes gravitationnelles transportent de l'énergie. Quand deux trous noirs fusionnent et émettent des ondes gravitationnelles, ils perdent de la masse. Cette masse est convertie en l'énergie des ondes. Mais où va cette énergie ?
elle se propage dans l'espace-temps, étirant et comprimant la géométrie. Finalement, si ces ondes rencontrent de la matière, disons les miroirs dans LIGO, elles peuvent transférer une infime quantité d'énergie, chauffant légèrement les miroirs. Mais la grande majorité de l'énergie continue simplement à se propager, diluée par l'expansion de l'univers, mais jamais vraiment perdue. L'énergie de chaque fusion de trous noirs qui s'est jamais produite est encore là, quelque part, ondulant à travers l'espace-temps. L'univers se souvient. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé. Quelque chose qui devrait fondamentalement ébranler votre conception de la réalité. Si la gravité n'est pas une force mais une géométrie, si l'espace-temps peut se courber, onduler, vibrer, alors qu'arrive-t-il quand cette courbure devient si extrême que même la lumière ne peut plus s'échapper? Qu'arrive-t-il quand la géométrie elle-même s'effondre? Nous avons mentionné les trous noirs, mais nous n'avons pas vraiment exploré ce qu'ils signifient pour notre compréhension de l'espace-temps. Et c'est là que les choses deviennent véritablement vertigineuses. Parce qu'un trou noir n'est pas un objet dans l'espace. C'est un endroit où l'espace-temps lui-même cesse de fonctionner de la manière que nous comprenons. C'est une déchirure dans le tissu de la réalité. Commençons par quelque chose de concret. En 1915, seulement quelques mois après qu'Einstein ait publié sa théorie de la relativité générale, un physicien allemand nommé Karl Schwarzschild a trouvé la première solution exacte aux équations d'Einstein. Schwarzschild était dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, mourant d'une maladie auto-immune, et pourtant, il a réussi à calculer comment l'espace-temps se courbe autour d'une masse sphérique parfaite. Sa solution contenait quelque chose d'étrange, un rayon critique, maintenant appelé le rayon de Schwarzschild, où quelque chose de bizarre se produit. Pour la Terre, ce rayon est d'environ 9 mm. Pour le Soleil, environ 3 km. Si vous pouviez comprimer toute la masse de la Terre dans une sphère de 9 mm de rayon, ou tout le Soleil dans une sphère de 3 km, la courbure de l'espace-temps deviendrait si extrême qu'un horizon d'événements se formerait. Un point de non-retour. Une frontière dans l'espace-temps, au-delà de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut revenir. Mais qu'est-ce qu'un horizon d'événements exactement? Ce n'est pas une surface physique, ce n'est pas un mur, c'est une frontière dans la géométrie de l'espace-temps elle-même. Imaginez que vous vous approchez d'un trou noir. Loin de lui, l'espace-temps est presque plat, et vous pouvez vous déplacer librement dans n'importe quelle direction. À mesure que vous vous rapprochez, l'espace-temps devient de plus en plus courbé. Les géodésiques, les chemins naturels à travers l'espace-temps, commencent tout à pointer vers le centre du trou noir. Mais vous pouvez encore, en principe, allumer vos fusées et vous échapper. Puis vous atteignez l'horizon d'événements. À ce point précis, quelque chose de fondamental change. Toutes les géodésiques futures, tous les chemins possibles à travers l'espace-temps pointent vers l'intérieur. Il n'existe littéralement aucun chemin qui mène vers l'extérieur. Ce n'est pas que vous manquez de carburant, ce n'est pas que vous n'êtes pas assez rapide, c'est que la structure causale de l'espace-temps elle-même a changé. Quote 12 n'est plus une direction possible dans le temps. Pensez à ce que cela signifie vraiment. Dans notre expérience quotidienne, nous pouvons nous déplacer librement dans l'espace. Avant, arrière, gauche, droite, haut, bas. Mais nous ne pouvons nous déplacer que dans une direction dans le temps, vers le futur. À l'intérieur d'un horizon d'événements, vers le centre du trou noir, devient comme vers le futur. Ce n'est plus une direction spatiale que vous pouvez choisir d'éviter, c'est une direction temporelle que vous devez inévitablement suivre. Tomber dans le trou noir devient aussi inévitable que vieillir. Vous ne pouvez pas plus éviter d'atteindre la singularité au centre qu'un trou noir que vous ne pouvez éviter d'atteindre demain. Et qu'est-ce qu'une singularité ? C'est là que notre compréhension s'effondre complètement. Selon les équations d'Einstein, au centre d'un trou noir, toute la masse s'effondre en un point de volume zéro et de densité infinie. La courbure de l'espace-temps devient infinie. Le temps et l'espace perdent leur signification. Les équations de la relativité générale produisent des infinités, ce qui en mathématiques
signifie généralement que votre théorie a atteint ses limites. C'est comme diviser par 0. Vous obtenez un résultat qui n'a pas de sens. La relativité générale nous dit qu'il y a une singularité, mais elle ne peut pas nous dire ce qui s'y passe réellement. C'est un panneau, fin de la théorie. Mais voici quelque chose d'encore plus étrange. Le temps lui-même se comporte bizarrement près d'un trou noir. Imaginez que vous regardez quelqu'un tomber dans un trou noir. À mesure qu'il s'approche de l'horizon d'événements, vous le voyez ralentir. Ses mouvements deviennent de plus en plus lents. Les photons qu'il émet prennent de plus en plus de temps pour vous atteindre, décalés vers le rouge par la courbure extrême de l'espace-temps. Du point de vue extérieur, il semble se figer juste au bord de l'horizon, son image devenant de plus en plus rouge et faible, mais ne franchissant jamais réellement la frontière. Vous pourriez attendre des milliards d'années, et vous ne le verriez jamais traverser. Mais du point de vue de la personne qui tombe, elle traverse l'horizon en un temps fini selon sa propre horloge. Elle ne remarque rien de spécial au moment du passage. L'horizon d'événements n'est pas un endroit physique pour elle. C'est juste un point dans l'espace-temps où la géométrie change de caractère. Deux observateurs, deux réalités complètement différentes. Qui a raison ? Les deux. C'est la relativité poussée à son extrême. En 1963, le mathématicien néo-zélandais Roy Kerr a trouvé une solution encore plus réaliste aux équations d'Einstein. Un trou noir en rotation. Presque tous les objets astronomiques tournent. La Terre, le Soleil, les galaxies. Donc les trous noirs réels devraient aussi tourner. Et un trou noir en rotation est encore plus étrange qu'un trou noir statique. La rotation entraîne l'espace-temps lui-même dans un tourbillon autour du trou noir, un effet appelé Quote-16 ou entraînement des référentiels. Imaginez l'espace-temps comme du miel, et le trou noir comme une cuillère qui tourne. Le miel près de la cuillère est entraîné dans la rotation. De même, l'espace-temps près d'un trou noir en rotation est entraîné dans le mouvement de rotation. Si vous essayez de rester immobile près d'un trou noir en rotation, vous découvrirez que c'est impossible. L'espace lui-même tourne et vous êtes emporté avec lui. Un trou noir de Kerr a en fait deux horizons d'événements, un horizon externe et un horizon interne. Entre les deux se trouve une région appelée l'ergosphère, où l'entraînement de l'espace-temps est si fort que rien ne peut rester immobile, mais où il est encore possible de s'échapper. En 1969, le physicien britannique Roger Penrose a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Vous pourriez, en principe, extraire de l'énergie d'un trou noir en rotation en utilisant l'ergosphère. Envoyez un objet dans l'ergosphère, divisez-le en deux parties, laissez une partie tomber dans le trou noir avec une énergie négative, et l'autre partie s'échappe avec plus d'énergie que l'objet original. Le trou noir ralentit légèrement, et vous avez gagné de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le processus de Penrose, et c'est une des rares façons théoriques d'extraire de l'énergie d'un trou noir. Mais attendez, cela devient encore plus étrange. En 1974, Stephen Hawking a fait une découverte qui a choqué la communauté physique. Il a combiné la relativité générale avec la mécanique quantique, quelque chose que personne n'avait vraiment réussi à faire de manière cohérente, et a découvert que les trous noirs ne sont pas complètement noirs. Ils émettent un rayonnement thermique, comme un corps chaud. Comment est-ce possible si rien ne peut s'échapper d'un trou noir ? La réponse réside dans les fluctuations quantiques du vide. Rappelez-vous, le vide quantique n'est pas vide, c'est un bouillonnement d'énergie avec des paires de particules virtuelles apparaissant et disparaissant constamment. Normalement, ces paires apparaissent et s'annihilent presque instantanément. Mais près de l'horizon d'événements d'un trou noir, quelque chose d'étrange peut se produire. Une particule de la paire peut tomber dans le trou noir tandis que l'autre s'échappe. Pour un observateur extérieur, il semble que le trou noir ait émis une particule. Le trou noir perd de la masse, très lentement mais inexorablement. Sur des échelles de temps astronomiques, un trou noir peut s'évaporer complètement. Calculons cela. La température d'un trou noir, la température du rayonnement de Hawking,
est inversement proportionnelle à sa masse. Pour un trou noir de masse solaire, la température est d'environ 1/10 de Kelvin. C'est bien plus froid que le rayonnement de fond cosmologique à 2,7 Kelvin, donc ces trous noirs absorbent en fait plus d'énergie qu'ils n'en émettent. Ils grossissent. Mais pour un trou noir minuscule, disons de la masse d'une montagne, la température serait de milliards de Kelvin. Il rayonnerait furieusement et s'évaporerait en une fraction de seconde dans une explosion de rayonnement. Et voici le problème. Quand un trou noir s'évapore complètement, qu'arrive-t-il à l'information sur tout ce qui est tombé dedans ? Les lois de la mécanique quantique disent que l'information ne peut pas être détruite. Mais si un trou noir s'évapore en rayonnement thermique aléatoire, l'information semble perdue. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information des trous noirs, et c'est l'un des problèmes non résolus les plus profonds de la physique théorique. En 2012, Hawking lui-même a proposé une solution possible. Peut-être que l'information n'est jamais vraiment à l'intérieur du trou noir. Peut-être qu'elle est encodée sur l'horizon d'événements lui-même, comme un hologramme. Cette idée, le principe holographique, suggère que toute l'information contenue dans un volume d'espace peut être décrite par des informations sur la frontière de ce volume. C'est comme si l'univers tridimensionnel que nous expérimentons était en réalité une projection d'informations codées sur une surface bidimensionnelle. Si cela est vrai, alors notre réalité entière pourrait être, dans un certain sens, un hologramme. La profondeur que nous percevons, la troisième dimension, pourrait être une illusion émergente. C'est une idée si radicale qu'elle défie notre intuition la plus basique sur l'espace, mais elle est prise très au sérieux par de nombreux physiciens théoriciens. Maintenant, considérez ceci. Nous avons parlé de trous noirs formés par l'effondrement d'étoiles massives. Mais il existe peut-être d'autres types de trous noirs. Des trous noirs primordiaux, formés dans les premières fractions de seconde après le Big Bang, quand l'univers était incroyablement dense et chaud. Ces trous noirs pourraient avoir n'importe quelle masse, de microscopique à des millions de fois la masse du Soleil. Les petits trous noirs primordiaux se seraient déjà évaporés via le rayonnement de Hawking. Mais les plus grands pourraient encore exister, invisibles, constituant peut-être une partie de la mystérieuse matière noire qui compose 85% de la matière de l'univers. Nous ne savons pas, nous cherchons. En 2020, des astronomes ont suggéré que certains des événements d'ondes gravitationnelles détectés par LIGO pourraient provenir de fusions de trous noirs primordiaux plutôt que de trous noirs stellaires. Les données ne sont pas encore concluantes, mais c'est une possibilité fascinante. Et puis, il y a les trous noirs supermassifs. Au centre de presque chaque grande galaxie, y compris notre propre Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif, des millions ou des milliards de fois la masse du Soleil. Le trou noir au centre de notre galaxie, appelé Sagittarius A étoile, a une masse d'environ 4 millions de fois celle du Soleil. Nous savons qu'il est là parce que nous pouvons observer des étoiles en orbite autour de lui. En 2018, une étoile appelée S2 est passée à seulement 120 unités astronomiques du trou noir, environ 4 fois la distance de Neptune au Soleil, voyageant à presque 3% de la vitesse de la lumière. Son orbite correspond exactement aux prédictions de la relativité générale. Et en avril 2019, l'Event Horizon Telescope a capturé la première image d'un horizon d'événements, pas de Sagittarius A étoile, mais du trou noir encore plus massif au centre de la galaxie M87, à 55 millions d'années-lumière. Ce trou noir a une masse de 6,5 milliards de fois celle du Soleil. L'image montre un anneau lumineux de gaz surchauffé tourbillonnant autour d'une ombre centrale, l'ombre de l'horizon d'événements lui-même. C'est la géométrie courbe de l'espace-temps, rendue visible. Mais voici une question troublante. Comment ces trous noirs supermassifs se sont-ils formés ? L'univers n'a que 13,8 milliards d'années. Les trous noirs stellaires se forment quand des étoiles massives s'effondrent, mais même les étoiles les plus massives ne produisent que des trous noirs de quelques dizaines de masses solaires. Pour atteindre des millions ou des milliards de masses solaires, ces trous noirs devraient croître en avalant de la matière ou en fusionnant avec d'autres trous noirs. Mais les calculs montrent que ce processus prend du temps, beaucoup de temps. Et pourtant, nous observons des trous noirs supermassifs dans des galaxies très jeunes,
formés moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Comment ont-ils grandi si vite ? Nous ne savons pas vraiment. C'est l'un des mystères non résolus de l'astrophysique moderne. Peut-être que les trous noirs primordiaux ont fourni des graines massives. Peut-être que les premières étoiles étaient beaucoup plus massives que nous le pensions. Peut-être qu'il existe des mécanismes de croissance que nous ne comprenons pas encore. Pensez maintenant à l'échelle de ce que nous discutons. Un trou noir supermassif de 6,5 milliards de masses solaires. Son horizon d'événement a un rayon d'environ 19 milliards de kilomètres, environ 127 fois la distance de la Terre au Soleil. C'est plus grand que l'orbite de Neptune. Et pourtant, toute cette masse, toute cette énergie, est contenue dans une région où l'espace-temps est si courbé que le temps et l'espace échangent leur rôle. À l'intérieur de l'horizon, vers le centre, n'est plus une direction spatiale, c'est une direction temporelle. Vous ne pouvez pas plus éviter d'atteindre la singularité que vous ne pouvez éviter d'atteindre demain. C'est une inversion complète de notre compréhension intuitive de l'espace et du temps. Et voici quelque chose d'encore plus vertigineux. En 1963, le mathématicien Roy Kerr a découvert que sa solution pour un trou noir en rotation contenait quelque chose d'étrange. Une singularité en forme d'anneau plutôt qu'un point. Et à l'intérieur de cet anneau, les équations suggèrent quelque chose d'impossible. Des régions où vous pourriez, en principe, voyager vers le passé. Des courbes temporelles fermées, des boucles dans le temps. Bien sûr, personne ne sait si ces régions existent réellement. La plupart des physiciens pensent que quelque chose, peut-être des effets quantiques que nous ne comprenons pas encore, empêcherait ces paradoxes temporels. Mais mathématiquement, elles sont là dans les équations. La relativité générale permet, en principe, le voyage dans le temps. C'est une des prédictions les plus étranges et les plus controversées de la théorie. Revenons maintenant à quelque chose de plus fondamental. Nous avons parlé de la façon dont la masse courbe l'espace-temps. Mais qu'en est-il de l'énergie ? Einstein nous a dit que E égale mc², que la masse et l'énergie sont équivalentes. Donc l'énergie devrait aussi courber l'espace-temps. Et c'est le cas. La lumière elle-même, bien qu'elle n'ait pas de masse, transporte de l'énergie et de la quantité de mouvement, et elle courbe l'espace-temps. Pas beaucoup. Un seul photon courbe l'espace-temps d'une quantité incroyablement minuscule. Mais en principe, si vous pouviez concentrer suffisamment de lumière dans un volume suffisamment petit, vous pourriez créer un trou noir fait entièrement de lumière. Pas de matière, juste de l'énergie pure. On appelle cela un quad 19, un objet gravitationnel électromagnétique. Personne n'a jamais observé un jon, et les énergies requises pour en créer un sont astronomiques. Mais c'est une prédiction théorique de la relativité générale. Et puis il y a quelque chose d'encore plus étrange, l'énergie du vide. La mécanique quantique prédit que même le vide-vide, l'espace sans aucune particule, a une énergie. Cette énergie du vide devrait, selon la relativité générale, courber l'espace-temps. Mais quand les physiciens calculent combien d'énergie du vide il devrait y avoir, ils obtiennent un nombre qui est environ 10 puissance 120 fois plus grand que ce que nous observons. C'est la pire prédiction de l'histoire de la physique. Si l'énergie du vide était vraiment aussi grande que la mécanique quantique le prédit, l'univers se serait effondré sur lui-même ou se serait déchiré instantanément. Clairement, quelque chose ne va pas. Soit notre compréhension de l'énergie du vide est incorrecte, soit il existe un mécanisme inconnu qui annule presque toute cette énergie. C'est ce qu'on appelle le problème de la constante cosmologique, et c'est l'un des plus grands mystères non résolus de la physique. Mais voici ce qui est vraiment troublant. Nous observons que l'expansion de l'univers accélère. Les galaxies s'éloignent les unes des autres de plus en plus vite. Quelque chose pousse l'univers à s'étendre plus rapidement. Nous appelons cette chose énergie noire, mais nous ne savons pas ce que c'est. Elle pourrait être une forme d'énergie du vide. Elle pourrait être quelque chose de complètement différent. Mais quelle qu'elle soit, elle constitue environ 68% de l'énergie totale de l'univers. La matière ordinaire, les atomes qui composent les étoiles, les planètes, vous et moi, ne représentent qu'environ 5%. Le reste est de la matière noire, une autre substance mystérieuse que nous ne comprenons pas.
Donc 95% de l'univers est composé de choses que nous ne comprenons pas. Nous avons une théorie magnifique, la relativité générale, qui décrit comment l'espace-temps se courbe en réponse à la masse et à l'énergie. Mais nous ne savons pas de quoi est fait 95% de la masse et de l'énergie. Pensez à l'humilité que cela devrait nous inspirer. Nous avons déchiffré les équations qui gouvernent la géométrie de l'espace-temps. Nous avons détecté des ondes gravitationnelles. Nous avons photographié l'ombre d'un horizon d'événements. Nous avons confirmé les prédictions d'Einstein encore et encore avec une précision extraordinaire. Et pourtant, nous ne comprenons qu'une infime fraction de ce qui compose l'univers. C'est comme si nous avions appris les règles de la grammaire d'une langue, mais que nous ne connaissions que 5% des mots. Nous pouvons construire des phrases correctes, mais nous ne pouvons pas vraiment parler la langue. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. La relativité générale et la mécanique quantique sont les deux piliers de la physique moderne. La relativité générale décrit la gravité, l'espace-temps, l'univers à grande échelle. La mécanique quantique décrit les atomes, les particules, l'univers à petite échelle. Les deux théories sont incroyablement précises dans leurs domaines respectifs. Mais elles sont fondamentalement incompatibles. La relativité générale traite l'espace-temps comme une géométrie lisse et continue. La mécanique quantique traite tout comme probabiliste et quantifié. Quand vous essayez de combiner les deux, quand vous essayez de décrire la gravité quantiquement ou l'espace-temps à l'échelle de Planck, les équations produisent des infinités et des non-sens. Nous avons besoin d'une théorie quantique de la gravité, une théorie qui unifie ces deux visions de la réalité. Et nous ne l'avons pas. Les candidats existent. La théorie des cordes suggère que les particules fondamentales ne sont pas des points, mais des cordes vibrantes minuscules, et que l'espace-temps lui-même émerge des vibrations de ces cordes. La gravité quantique à boucle suggère que l'espace-temps est granulaire à l'échelle de Planck, composé de minuscules boucles d'espace entrelacées. La triangulation dynamique causale suggère que l'espace-temps émerge d'un réseau de relations causales. Chacune de ces théories fait des prédictions différentes, et aucune n'a été vérifiée expérimentalement. Nous sommes dans une situation étrange. Nous avons plusieurs théories mathématiquement cohérentes, mais aucun moyen de les tester. Les énergies requises pour sonder l'échelle de Planck, 10 puissance moins 35 mètres, sont environ 10 puissance 16 fois plus grandes que ce que le grand collisionneur de hadrons peut atteindre. Nous ne pouvons pas construire un accélérateur de particules assez puissant. Nous devons être plus intelligents. Et c'est là que les trous noirs et les ondes gravitationnelles deviennent cruciaux. Les trous noirs sont des laboratoires naturels où la gravité devient si forte que les effets quantiques devraient devenir importants. Le rayonnement de Hawking est déjà une prédiction semi-quantique. Si nous pouvions détecter des déviations subtiles par rapport aux prédictions de la relativité générale pure dans les ondes gravitationnelles, peut-être une dispersion, peut-être des échos après une fusion de trous noirs, cela pourrait révéler la structure quantique de l'espace-temps. C'est une des raisons pour lesquelles les détecteurs d'ondes gravitationnelles deviennent de plus en plus sensibles. Nous ne cherchons pas seulement à confirmer Einstein, nous cherchons les fissures, les déviations, les indices de la physique au-delà de la relativité générale. Revenons maintenant à vous, assis là, lisant ces mots. Vous existez dans un univers où l'espace et le temps sont entrelacés dans un tissu dynamique qui se courbe, ondule et peut même se déchirer. Vous êtes fait d'atomes qui obéissent aux lois de la mécanique quantique. Mais ces atomes existent dans un espace-temps qui obéit aux lois de la relativité générale. Ces deux ensembles de lois ne sont pas encore réconciliés. Vous êtes littéralement une contradiction ambulante, un être quantique dans un espace-temps classique. Et pourtant, vous existez, vous pensez, vous lisez, vous vous demandez. Comment est-ce possible ? Comment la conscience émerge-t-elle de cette danse entre le quantique et le classique, entre la probabilité et la géométrie ? Nous ne savons pas. C'est un autre mystère profond. Et voici quelque chose qui devrait vraiment vous troubler. Tout ce que je vous ai dit, sur les trous noirs, les ondes gravitationnelles, la courbure de l'espace-temps, est basé sur des observations et des expériences. Nous avons détecté les ondes gravitationnelles. Nous avons photographié l'ombre d'un horizon d'événements. Nous avons mesuré la précession de l'orbite de Mercure. Nous avons observé la dilatation du temps gravitationnel.
Tout cela confirme que la relativité générale est une description extraordinairement précise de la réalité. Mais une description n'est pas une explication. Nous savons comment l'espace-temps se courbe. Nous ne savons pas pourquoi. Nous savons que la masse et l'énergie dictent la géométrie. Nous ne savons pas pourquoi cette relation existe. Les équations d'Einstein sont magnifiques, élégantes, prédictives. Mais elles ne répondent pas à la question la plus profonde. Pourquoi l'univers fonctionne-t-il ainsi ? Peut-être que cette question n'a pas de réponse. Peut-être que demander quad 21 est une erreur de catégorie, comme demander quad 22. Peut-être que tout ce que nous pouvons faire est de décrire comment l'univers fonctionne, pas pourquoi. Ou peut-être qu'il existe une théorie plus profonde, une théorie finale, qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique et révèle pourquoi l'espace-temps se courbe en réponse à la masse et à l'énergie. Nous ne savons pas, nous cherchons. Et c'est peut-être la chose la plus remarquable de toutes, que nous, des collections d'atomes organisées d'une manière particulière, pouvons nous poser ces questions. Que nous pouvons construire des détecteurs capables de mesurer des changements plus petits qu'un noyau atomique. Que nous pouvons déchiffrer les équations qui gouvernent la géométrie de l'espace-temps. Que nous pouvons regarder en arrière dans le temps et voir l'univers tel qu'il était il y a des milliards d'années. Que nous pouvons nous tenir ici, sur cette petite planète, et comprendre, au moins partiellement, comment fonctionne le cosmos. Mais je comprends parfaitement à quoi vous pensez en ce moment. Tout cela semble trop étrange, trop éloigné de votre expérience quotidienne pour être vraiment réel. Des trous noirs qui déchirent l'espace-temps, des ondes gravitationnelles plus petites qu'un proton, l'espace lui-même qui se courbe et ondule. Cela ressemble à de la science-fiction, pas à de la science. Et je dois être honnête avec vous. Cette réaction est parfaitement rationnelle, parce que voici la vérité inconfortable que peu de vulgarisateurs scientifiques admettent. Une grande partie de ce qui circule sur Internet à propos de la relativité générale est soit simplifiée au point d'être trompeuse, soit carrément fausse. Les analogies du quote 23 avec une boule de bowling, elles suggèrent que la gravité tire vers le bas, ce qui est exactement le contraire du message. Les images de trous noirs comme des entonnoirs dans l'espace, elles représentent une dimension spatiale supplémentaire qui n'existe pas. Les affirmations selon lesquelles, quote 24, techniquement incorrecte et profondément trompeuse. Alors laissez-moi être absolument clair sur ce que nous savons vraiment, ce que nous ne savons pas, et où se trouve la frontière entre la science vérifiée et la spéculation théorique. Parce que cette distinction est cruciale. La relativité générale n'est pas une croyance. C'est pas une philosophie. C'est une théorie scientifique avec des prédictions précises et vérifiables. Et chaque fois que nous l'avons testée, et nous l'avons testée des milliers de fois avec une précision extraordinaire, elle a réussi. Mais cela ne signifie pas que nous comprenons tout. Loin de là. Commençons par ce que nous savons avec certitude. Nous savons que les horloges atomiques au sommet des montagnes battent plus vite que celles au niveau de la mer. Ce n'est pas une prédiction théorique, c'est une mesure directe. En 1971, Joseph Haffel et Richard Keating ont embarqué des horloges atomiques sur des vols commerciaux autour du monde. Quand ils ont comparé ces horloges à des horloges restées au sol, ils ont trouvé exactement la différence prédite par la relativité générale. Les horloges en vol avaient gagné environ 273 nanosecondes. Pas approximativement. Exactement dans la marge d'erreur expérimentale. Depuis, cette expérience a été répétée des centaines de fois, avec des horloges de plus en plus précises. En 2010, des chercheurs du National Institute of Standards and Technology ont mesuré la dilatation du temps gravitationnel sur une différence d'altitude de seulement 33 cm, un tiers de mètre. Votre tête vieillit littéralement plus vite que vos pieds, et nous pouvons le mesurer. Nous savons que la lumière se courbe autour des masses. En 1919, Arthur Eddington a mené une expédition sur l'île de Principe, au large de l'Afrique de l'Ouest, pour observer une éclipse solaire totale. Il a photographié les étoiles près du bord du Soleil et a mesuré leurs positions apparentes. Ces étoiles semblaient légèrement déplacées par rapport à leur position normale, exactement de la quantité prédite par Einstein. La lumière des étoiles avait été courbée en passant près du Soleil. Depuis,
Nous avons observé ce phénomène, appelé lentille gravitationnelle, des milliers de fois. Des galaxies entières agissent comme des lentilles cosmiques, déformant et amplifiant la lumière des galaxies encore plus lointaines derrière elles. En 2012, le télescope spatial Hubble a capturé une image d'un amas de galaxies appelé Abell 1689, qui crée un anneau de lumière presque parfait. Une image déformée d'une galaxie située à des milliards d'années-lumière derrière l'amas. C'est la géométrie courbe de l'espace-temps, rendue visible avec une clarté stupéfiante. Nous savons que les ondes gravitationnelles existent et se propagent exactement à la vitesse de la lumière. Le 14 septembre 2015 n'était pas un coup de chance. Depuis cette première détection, LIGO et Virgo ont enregistré plus de 90 événements d'ondes gravitationnelles. Chaque signal correspond aux prédictions de la relativité générale avec une précision remarquable. En août 2017, quand 2 étoiles à neutrons ont fusionné, les ondes gravitationnelles sont arrivées à la Terre, suivies 1,7 secondes plus tard par un sursaut de rayons gamma. Cette différence de temps minuscule sur une distance de 130 millions d'années-lumière confirme que les ondes gravitationnelles voyagent à la vitesse de la lumière avec une précision d'une partie sur 10 puissance 15. C'est comme mesurer la distance entre Paris et New York avec une précision de l'épaisseur d'un cheveu humain. Nous savons que les trous noirs existent. L'image de l'Event Horizon Telescope du trou noir au centre de M87 n'est pas une simulation. C'est une photographie réelle, ou plutôt une reconstruction à partir de données de radiotélescopes réparties sur toute la Terre. L'anneau lumineux a un diamètre d'environ 42 microsecondes d'arc, c'est comme voir une orange sur la Lune. Et ce diamètre correspond exactement à ce que prédit la relativité générale pour un trou noir de 6,5 milliards de masses solaires. Pas approximativement, exactement. L'ombre au centre est l'horizon d'événements, l'endroit où l'espace-temps est si courbé que même la lumière ne peut s'échapper. Voilà ce que nous savons. Ce sont des faits observationnels, vérifiés et revérifiés. Maintenant, parlons de ce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui se passe réellement à l'intérieur d'un trou noir. Tout ce que je vous ai dit sur les singularités, sur l'espace et le temps qui échangent leur rôle, ce sont des extrapolations mathématiques des équations d'Einstein. Mais ces équations elles-mêmes nous disent qu'elles s'effondrent à la singularité. Elles produisent des infinités, ce qui en physique signifie « je ne sais pas ». La relativité générale prédit sa propre fin. C'est comme une carte qui dit « quote 26 ». Que se passe-t-il réellement au centre d'un trou noir ? Nous ne savons pas. Nous avons des spéculations, peut-être que les effets quantiques deviennent importants et empêchent la formation d'une véritable singularité. Peut-être que l'espace-temps lui-même devient granulaire à l'échelle de Planck. Peut-être que quelque chose d'encore plus étrange se produit. Mais ce sont des spéculations, pas des connaissances. Nous ne savons pas si le rayonnement de Hawking existe réellement. C'est une prédiction théorique magnifique, basée sur une combinaison de relativité générale et de mécanique quantique. Mais nous ne l'avons jamais détecté. Les trous noirs stellaires sont bien trop froids. Leur température de Hawking est d'environ 1/10 de Kelvin, bien en dessous du rayonnement de fond cosmologique à 2,7 Kelvin. Pour détecter le rayonnement de Hawking, nous aurions besoin d'un trou noir minuscule, de la masse d'une montagne ou moins. Nous n'en avons jamais trouvé. Donc le rayonnement de Hawking reste une prédiction théorique élégante et convaincante, mais non vérifiée. Cela ne signifie pas qu'elle est fausse. Cela signifie simplement que nous ne savons pas avec certitude. Nous ne savons pas comment réconcilier la relativité générale avec la mécanique quantique. C'est peut-être le problème le plus profond de la physique moderne. La relativité générale traite l'espace-temps comme une géométrie lisse et continue. La mécanique quantique traite tout comme probabiliste et quantifié. À l'échelle de Planck, 10 puissance moins 35 mètres, ces deux visions entrent en conflit direct. L'espace-temps est-il vraiment lisse ? Ou est-il composé de minuscules unités discrètes ? Existe-t-il des gravitons ? Les particules hypothétiques qui transporteraient la force gravitationnelle ? Ou la gravité est-elle fondamentalement différente des autres forces, purement géométriques et non quantifiables ? Nous avons des théories candidates, la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle et d'autres, mais aucune n'a été vérifiée expérimentalement. Nous sommes dans une situation étrange,
où nous avons deux théories extraordinairement précises qui décrivent différents aspects de la réalité, mais qui sont mutuellement incompatibles. Nous ne savons pas ce qu'est l'énergie noire. Nous observons que l'expansion de l'univers accélère. Quelque chose pousse l'espace lui-même à s'étendre plus rapidement. Nous appelons cette chose Quad 27, mais ce nom est juste un aveu d'ignorance. Nous ne savons pas ce que c'est. Elle pourrait être une propriété intrinsèque de l'espace vide, une constante cosmologique, comme Einstein l'avait proposé puis est rejeté. Elle pourrait être un champ dynamique qui change avec le temps. Elle pourrait être un signe que la relativité générale elle-même doit être modifiée à l'échelle cosmique. Nous ne savons pas. Et c'est troublant, parce que cette énergie mystérieuse constitue environ 68% de l'énergie totale de l'univers. Nous avons une théorie magnifique de la gravité, mais nous ne comprenons pas les 2/3 de ce qui fait fonctionner l'univers. Nous ne savons pas ce qu'est la matière noire. Nous observons que les galaxies tournent trop vite. Les étoiles dans les régions externes devraient être éjectées dans l'espace intergalactique, mais elles ne le sont pas. Quelque chose les maintient en orbite. Nous appelons cette chose matière noire, mais encore une fois, c'est juste un nom pour notre ignorance. Elle pourrait être composée de particules exotiques que nous n'avons jamais détectées. Elle pourrait être des trous noirs primordiaux. Elle pourrait être un signe que nos lois de la gravité doivent être modifiées. Des dizaines d'expériences cherchent des particules de matière noire, mais jusqu'à présent, aucune détection confirmée. La matière noire constitue environ 27% de la masse énergie de l'univers. Ajoutez cela aux 68% d'énergie noire, et vous réalisez que nous ne comprenons que 5% de l'univers. 5%. Le reste est mystère. Nous ne savons pas si l'univers est infini ou fini. Les observations suggèrent que l'univers est plat, ou presque plat à grande échelle. Les lignes parallèles restent parallèles, les angles d'un triangle s'additionnent à 180 degrés. Mais Quad 29 ne signifie pas nécessairement Quad 30. Un univers plat pourrait être infini, s'étendant éternellement dans toutes les directions. Ou il pourrait être fini mais sans bord, comme la surface d'un tore, un beignet en 4 dimensions. Nous ne pouvons observer que la partie de l'univers d'où la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang, environ 46,5 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Au-delà de cet horizon observable, nous ne savons tout simplement pas. L'univers pourrait continuer éternellement, identique à ce que nous voyons. Ou il pourrait être complètement différent. Nous ne pouvons pas le savoir, par principe. C'est une limite fondamentale de l'observation. Nous ne savons pas ce qui a causé le Big Bang. La relativité générale prédit que si nous remontons le temps, l'univers devient de plus en plus dense et chaud, jusqu'à atteindre une singularité il y a 13,8 milliards d'années. Mais encore une fois, une singularité est un endroit où la théorie s'effondre. Que s'est-il passé au moment zéro ? Qu'y avait-il que 31 le Big Bang ? Ces questions pourraient ne pas avoir de sens. Le temps lui-même a peut-être commencé avec le Big Bang, donc que 32 n'existe pas. Ou peut-être que notre univers est né d'un univers précédent qui s'est effondré. Ou peut-être qu'il existe un multivers, avec d'innombrables univers bulles naissant constamment. Ce sont toutes des spéculations théoriques. Nous n'avons aucune observation directe de ce qui s'est passé dans les premières fractions de seconde après le Big Bang, et encore moins de ce qui l'a causé. Nous ne savons pas pourquoi les lois de la physique sont ce qu'elles sont. Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle exactement 299 792 458 mètres par seconde ? Pourquoi la constante gravitationnelle a-t-elle la valeur qu'elle a ? Pourquoi l'espace-temps a-t-il 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle, et non 4 et 2 ou 10 et 1 ? Ces constantes et ces structures semblent arbitraires. Si elles étaient légèrement différentes, l'univers serait radicalement différent. Peut-être incapable de former des atomes, des étoiles, des planètes, la vie. Certains physiciens invoquent le principe anthropique. Nous observons ces valeurs parce que ce sont les seules valeurs compatibles avec notre existence. Si les constantes étaient différentes, nous ne serions pas là pour nous poser la question. Mais cela ressemble plus à une tautologie qu'à une explication.
D'autres invoquent le multivers. Peut-être qu'il existe d'innombrables univers avec différentes constantes, et nous nous trouvons dans l'un des rares où la vie est possible. Mais c'est invérifiable, nous ne savons pas. Et voici peut-être la question la plus profonde de toutes. Nous ne savons pas pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien. Pourquoi l'univers existe-t-il ? Pourquoi y a-t-il de l'espace-temps, de la matière, de l'énergie, des lois physiques ? La relativité générale décrit comment l'espace-temps se comporte, mais elle ne peut pas expliquer pourquoi l'espace-temps existe en premier lieu. C'est une question qui dépasse peut-être la science. Ou peut-être pas. Peut-être qu'une théorie future, plus profonde, révélera que l'existence est en quelque sorte nécessaire, inévitable. Mais pour l'instant, nous ne savons pas. Alors où cela nous laisse-t-il ? Nous avons une théorie, la relativité générale, qui décrit la gravité non pas comme une force, mais comme la géométrie courbe de l'espace-temps. Cette théorie a été testée de manière exhaustive et a réussi chaque test avec une précision remarquable. Nous avons détecté des ondes gravitationnelles. Nous avons photographié des horizons d'événements. Nous avons mesuré la dilatation du temps gravitationnel avec des horloges atomiques. Nous avons observé la lumière se courber autour des masses. Tout cela confirme qu'Einstein avait raison. La gravité n'est pas une force newtonienne agissant à distance. C'est la courbure de l'espace-temps lui-même. Mais cette compréhension révèle aussi l'immensité de ce que nous ne savons pas. Nous ne comprenons que 5% de l'univers. Nous n'avons pas de théorie quantique de la gravité. Nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs ou au moment du Big Bang. Nous ne savons pas pourquoi les lois de la physique sont ce qu'elles sont ou pourquoi l'univers existe. La relativité générale est un triomphe extraordinaire de l'intellect humain, mais c'est aussi un rappel de notre ignorance profonde. Et peut-être que c'est exactement comme cela devrait être. La science n'est pas un ensemble de vérités absolues. C'est un processus, une méthode pour poser des questions, faire des prédictions, tester ces prédictions contre la réalité et réviser notre compréhension quand les prédictions échouent. Chaque réponse que nous trouvons révèle de nouvelles questions plus profondes. Chaque mystère que nous résolvons en dévoile 10 autres. C'est frustrant, mais c'est aussi exaltant. Cela signifie qu'il y a toujours plus à découvrir, toujours de nouvelles frontières à explorer. Pensez à ce que nous avons accompli en seulement un siècle. En 1915, Einstein a publié sa théorie de la relativité générale. À l'époque, c'était une curiosité mathématique, une théorie élégante mais avec peu de preuves observationnelles. Aujourd'hui, un siècle plus tard, nous utilisons la relativité générale pour faire fonctionner le GPS dans votre téléphone. Nous détectons des ondulations dans l'espace-temps créées par des collisions de trous noirs à des milliards d'années-lumière. Nous photographions les ombres des horizons d'événements. Nous testons la théorie avec une précision d'une partie sur 10 puissance 15. C'est un progrès stupéfiant. Et ce progrès continue. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles deviennent plus sensibles chaque année. LISA, le détecteur spatial, sera lancé dans les années 2030 et détectera des ondes gravitationnelles de fréquence beaucoup plus basse, révélant des fusions de trous noirs supermassifs à travers tout l'univers observable. L'Event Horizon Telescope ajoute constamment de nouveaux télescopes, améliorant la résolution de ces images. De nouvelles expériences cherchent des particules de matière noire, des signes d'énergie noire, des indices de la physique quantique de la gravité. Chaque année apporte de nouvelles découvertes, de nouvelles surprises, de nouveaux mystères. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Vous faites partie de cette histoire. Pas seulement comme spectateur, mais comme participant. Chaque fois que vous utilisez le GPS, vous utilisez la relativité générale. Chaque fois que vous regardez le ciel nocturne, vous regardez en arrière dans le temps à travers un espace-temps courbe. Chaque fois que vous vous tenez debout, vous résistez à votre trajectoire naturelle à travers la géométrie courbe de l'espace-temps. Vous n'êtes pas séparé de ces phénomènes cosmiques. Vous en êtes une manifestation. Vous êtes de l'espace-temps qui s'est organisé d'une manière suffisamment complexe pour se poser des questions sur lui-même. Et ces questions, pourquoi l'univers existe-t-il ? Qu'est-ce que l'espace-temps ? Comment la conscience émerge-t-elle de la matière ? Ne sont pas juste des curiosités académiques. Ce sont des questions sur votre propre nature. Quand vous demandez « qu'est-ce que l'espace-temps ?», vous demandez « de quoi suis-je fait ?» Quand vous demandez « comment la gravité fonctionne-t-elle ?», vous demandez « pourquoi suis-je ici, debout sur cette planète ?» Quand vous demandez « qu'y avait-il avant le Big Bang ?», vous demandez « d'où viens-je ?»
Ces questions sont personnelles autant que cosmiques. La relativité générale nous dit que la gravité n'est pas une force, mais une géométrie. Que l'espace et le temps ne sont pas un décor fixe, mais un tissu dynamique. Que vous ne tombez pas, vous suivez simplement le chemin le plus droit possible dans un espace courbe. C'est une vision radicalement différente de la réalité. Une vision qui défie notre intuition quotidienne. Mais c'est aussi une vision qui a été testée et confirmée encore et encore. Ce n'est pas une spéculation. C'est notre meilleure description de la façon dont l'univers fonctionne réellement. Et pourtant, cette description est incomplète. Nous savons qu'elle doit être incomplète, parce qu'elle ne peut pas être réconciliée avec la mécanique quantique. Nous savons qu'elle s'effondre aux singularités. Nous savons qu'elle ne peut pas expliquer l'énergie noire ou la matière noire. Quelque part, au-delà de la relativité générale, il existe une théorie plus profonde. Une théorie qui unifie le quantique et le classique, qui explique ce qui se passe aux singularités, qui révèle la nature de l'énergie noire et de la matière noire. Nous ne savons pas encore ce qu'est cette théorie, mais nous la cherchons. Et peut-être que dans votre vie, nous la trouverons. Imaginez ce moment. Imaginez le jour où quelqu'un, peut-être un physicien dans un laboratoire, peut-être un étudiant résolvant des équations, peut-être une intelligence artificielle analysant des données, découvre la théorie quantique de la gravité. Ce sera un moment aussi révolutionnaire que quand Einstein a publié la relativité générale en 1915, ou quand Newton a publié les Principia en 1687. Ce sera un moment où notre compréhension de la réalité fait un bond en avant, où des mystères qui semblaient insolubles deviennent soudainement clairs, où de nouvelles questions que nous ne pouvions même pas imaginer s'ouvrent devant nous. Et voici ce qui est vraiment stupéfiant. Ce moment pourrait arriver de votre vivant. Les progrès en physique théorique, en technologie expérimentale, en puissance de calcul accélèrent. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles pourraient bientôt détecter des déviations subtiles par rapport aux prédictions de la relativité générale, des signes de la structure quantique de l'espace-temps. Les accélérateurs de particules pourraient découvrir de nouvelles particules qui révèlent la nature de la matière noire. Les télescopes spatiaux pourraient détecter les ondes gravitationnelles primordiales du Big Bang. Chacune de ces découvertes pourrait être la clé qui déverrouille la théorie suivante. Plus profonde. Ou peut-être pas. Peut-être que la théorie quantique de la gravité restera hors de portée pendant encore un siècle. Peut-être que certaines questions, pourquoi l'univers existe-t-il? Qu'y avait-il avant le Big Bang? N'ont pas de réponse scientifique. Peut-être que nous atteignons les limites de ce que nous pouvons savoir. Mais même si c'est le cas, même si nous ne trouvons jamais toutes les réponses, le voyage lui-même a de la valeur. Le processus de questionnement, d'exploration, de découverte, c'est ce qui nous rend humains. C'est ce qui nous distingue de toutes les autres formes de vie que nous connaissons. Nous sommes les seuls êtres sur cette planète qui peuvent regarder les étoiles et se demander comment elles fonctionnent. Les seuls qui peuvent détecter des ondulations dans l'espace-temps créées par des événements à des milliards d'années-lumière. Les seuls qui peuvent déchiffrer les équations qui gouvernent la géométrie de la réalité. Alors oui, la gravité n'existe pas. Pas comme une force newtonienne agissant à distance. Ce que nous appelons gravité est la géométrie courbe de l'espace-temps. Vous ne tombez pas, vous suivez simplement le chemin le plus droit possible dans un espace qui n'est plus plat. Le sol vous pousse vers le haut, vous empêchant de suivre votre trajectoire naturelle. C'est une vision étrange, contre-intuitive de la réalité. Mais c'est notre réalité. C'est comment l'univers fonctionne réellement. Et cette réalité est à la fois plus étrange et plus belle que tout ce que nous aurions pu imaginer. L'espace-temps n'est pas un décor passif, c'est un acteur dynamique, se courbant en réponse à la masse et à l'énergie, ondulant quand des masses accélèrent, peut-être même quantifié à l'échelle la plus petite. Vous n'êtes pas séparé de cet espace-temps. Vous en êtes une partie. Chaque atome de votre corps courbe l'espace-temps autour de lui. Votre masse, aussi petite soit-elle, contribue à la géométrie totale de l'univers. Vous êtes littéralement tissé dans le tissu de la réalité. Et ce tissu, cet espace-temps courbe, dynamique, peut-être quantique, est tout ce qu'il y a.
Il n'y a pas d'espace en dessous de l'espace-temps. Il n'y a pas de temps avant le temps. L'espace-temps est le substrat fondamental de l'existence. Tout ce qui existe, chaque particule, chaque champ, chaque pensée dans votre esprit, existe dans et à travers l'espace-temps. Comprendre l'espace-temps, c'est comprendre la nature même de la réalité. Et nous commençons tout juste. Un siècle après Einstein, nous avons confirmé ses prédictions les plus audacieuses. Nous avons détecté des ondes gravitationnelles. Nous avons photographié des horizons d'événements. Nous avons mesuré la courbure de l'espace-temps avec une précision extraordinaire. Mais nous avons aussi découvert que 95% de l'univers est composé de choses que nous ne comprenons pas. Nous avons découvert que nos deux meilleures théories, la relativité générale et la mécanique quantique, sont incompatibles. Nous avons découvert que les questions les plus profondes restent sans réponse. C'est à la fois humiliant et exaltant. Humiliant parce que cela révèle combien nous ne savons pas. Exaltant parce que cela signifie qu'il y a encore tant à découvrir. L'aventure de la compréhension de l'univers ne fait que commencer. Et vous, oui, vous, assis là, lisant ces mots, vous faites partie de cette aventure. Vous êtes de l'espace-temps qui s'interroge sur lui-même. Vous êtes l'univers prenant conscience de sa propre existence. C'est peut-être la chose la plus remarquable de toutes. Mais revenons maintenant à l'endroit où nous avons commencé. Vous vous souvenez ? Vous étiez en train de tomber. Pas métaphoriquement, littéralement. Tombant à travers l'espace-temps à chaque instant de votre existence. Et maintenant, après ce voyage à travers les trous noirs, les ondes gravitationnelles, les singularités et les mystères non résolus, je veux vous poser une question différente. Une question qui n'est pas scientifique, mais philosophique. Une question qui pourrait changer la façon dont vous vivez chaque jour de votre vie. Si la gravité n'est pas une force, mais simplement la géométrie de l'espace-temps. Si vous ne tombez pas, mais suivez simplement votre chemin naturel dans un univers courbe, alors qu'est-ce que cela signifie pour votre expérience de la réalité ? Pensez à ce moment précis. Vous êtes assis quelque part, peut-être dans un fauteuil, peut-être dans un train, peut-être allongé dans votre lit. Vous sentez le poids de votre corps. Cette sensation que vous avez toujours interprétée comme « la gravité me tire vers le bas » est en réalité l'inverse. C'est la surface sous vous qui vous pousse vers le haut, vous empêchant de suivre votre trajectoire naturelle à travers l'espace-temps courbe. Chaque seconde de votre vie, vous résistez à votre propre nature. Vous luttez contre la géométrie de l'univers. Et cette lutte, cette résistance constante, c'est ce que vous appelez Côte 42. Mais voici ce qui est vraiment troublant. Si vous pouviez, ne serait-ce qu'un instant, cesser de résister, si vous pouviez tomber librement, suivre votre géodésique naturelle sans qu'aucune force ne vous en empêche, vous ne sentiriez rien. Pas de poids, pas de tension, pas de gravité. Vous seriez en apesanteur, comme les astronautes dans la Station spatiale internationale. Et dans cet état d'apesanteur, dans cette chute libre parfaite, vous seriez enfin en harmonie avec la géométrie de l'espace-temps. Vous ne lutteriez plus contre l'univers, vous suivriez simplement son flux naturel. Les mystiques et les philosophes ont parlé pendant des millénaires de lâcher prise, de suivre le Tao, de cesser de résister à ce qui est. Et maintenant, la relativité générale nous dit quelque chose de remarquablement similaire. Votre état naturel n'est pas d'être debout, ancré, résistant. Votre état naturel est de tomber librement à travers l'espace-temps. Tout le reste, marcher, s'asseoir, se tenir debout, est une déviation de ce chemin naturel, une résistance, une lutte. Mais ne vous méprenez pas. Je ne suggère pas que vous devriez littéralement cesser de résister à la gravité. Cela se terminerait plutôt mal. Ce que je suggère, c'est quelque chose de plus profond. La relativité générale nous révèle que notre intuition la plus basique sur la réalité, que nous sommes des objets solides dans un espace fixe, tirés vers le bas par une force appelée gravité, est fondamentalement incorrecte. Si notre intuition peut être si profondément trompeuse sur quelque chose d'aussi fondamental que la gravité, qu'est-ce que cela dit sur toutes nos autres intuitions sur la réalité ? Vous pensez que le temps s'écoule uniformément. Faux. Le temps s'écoule plus lentement près des masses, plus vite loin d'elles.
Votre tête vieillit plus vite que vos pieds. Chaque instant de votre vie se déroule à un rythme légèrement différent, selon où vous êtes dans l'espace-temps courbe. Vous pensez que l'espace est fixe et absolu. Faux. L'espace se courbe, s'étire, ondule. La distance entre deux points n'est pas une propriété fixe, elle dépend de la distribution de masse et d'énergie dans l'univers. Vous pensez que vous êtes un objet séparé, distinct de l'univers qui vous entoure. Faux. Vous êtes une configuration temporaire d'atomes qui courbe l'espace-temps autour d'elle. Vous n'êtes pas dans l'univers. Vous êtes une partie de l'univers qui s'est organisée d'une manière suffisamment complexe pour se poser des questions sur elle-même. Chaque certitude que vous aviez sur la nature de la réalité s'effondre quand vous regardez d'assez près. Et c'est terrifiant. Mais c'est aussi libérateur. Parce que si vos intuitions les plus profondes sur la réalité peuvent être fausses, alors peut-être que toutes les limitations que vous vous imposez, toutes les croyances sur ce qui est possible et impossible, sur qui vous êtes et qui vous pouvez devenir, peut-être que tout cela est aussi une illusion. Peut-être que la réalité est beaucoup plus malléable, beaucoup plus étrange, beaucoup plus ouverte que vous ne l'avez jamais imaginé. Mais parlons maintenant de ce que nous ne savons pas, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Nous avons une théorie magnifique, la relativité générale, qui décrit comment l'espace-temps se courbe. Mais nous ne savons pas pourquoi. Pourquoi la présence de masse déforme-t-elle la géométrie de l'espace-temps ? Les équations d'Einstein nous disent que c'est le cas, mais elles ne nous disent pas pourquoi. C'est comme avoir une carte parfaite d'un territoire sans comprendre pourquoi le territoire a cette forme. Et puis il y a la question encore plus profonde. Qu'est-ce que l'espace-temps exactement ? Est-ce une substance réelle ? Un tissu qui existe indépendamment de la matière qu'il contient, ou est-ce simplement une description mathématique des relations entre les événements ? Einstein lui-même a lutté avec cette question toute sa vie. Dans ces dernières années, il penchait vers l'idée que l'espace-temps n'est pas fondamental, qu'il émerge de quelque chose de plus profond, peut-être des relations quantiques entre les particules. Et c'est là que nous touchons à la frontière de notre ignorance. Nous savons que la relativité générale et la mécanique quantique sont toutes deux extraordinairement précises dans leurs domaines respectifs. Mais elles sont incompatibles. À l'échelle de Planck, 10 puissance moins 35 mètres, ces deux théories entrent en conflit direct. L'espace-temps est-il lisse ou granulaire ? Continu ou quantifié ? Nous ne savons pas. Peut-être que l'espace-temps lui-même est une illusion émergente. Peut-être qu'à l'échelle la plus fondamentale, il n'y a pas d'espace ni de temps, seulement un réseau d'intrications quantiques, de relations causales, de quelque chose que nous ne pouvons même pas encore nommer. Et ce que nous appelons espace-temps émerge de ce substrat plus profond, comme les vagues émergent de l'océan. Les vagues sont réelles, vous pouvez les voir, les sentir, les mesurer. Mais elles ne sont pas fondamentales, elles sont des motifs dans l'eau. Peut-être que l'espace-temps est un motif dans quelque chose de plus profond. Si c'est vrai, et c'est une grande hypothèse, alors tout ce que je vous ai dit sur la courbure de l'espace-temps, sur les géodésiques, sur les trous noirs, serait encore correct, mais incomplet. Ce serait comme décrire les vagues sans comprendre l'océan. Précis, mais pas fondamental. Et voici ce qui devrait vraiment vous troubler. Nous ne savons même pas si ces questions ont des réponses. Peut-être que demander « quoi de 47 » est comme demander « quoi de 48 », une question qui présuppose quelque chose qui n'existe pas. Peut-être que l'espace-temps est aussi fondamental que possible, et que chercher quelque chose de plus profond est une erreur de catégorie. Ou peut-être pas. Peut-être que dans 50 ans, dans 100 ans, nous regarderons en arrière sur notre compréhension actuelle de l'espace-temps comme nous regardons maintenant la théorie de Newton, correcte dans son domaine, mais fondamentalement incomplète. Peut-être que nos descendants riront de notre naïveté, de la même manière que nous sourions quand nous lisons que Newton pensait que la gravité agissait instantanément à travers l'espace vide. Mais voici ce que nous savons avec certitude. L'univers est beaucoup plus étrange que nous ne l'avions imaginé. 95% de son contenu est mystérieux. Énergie noire, matière noire, des choses que nous ne comprenons pas du tout. L'espace et le temps ne sont pas ce qu'ils semblent être. La gravité n'est pas une force. Vous ne tombez pas,
vous suivez simplement la géométrie courbe de la réalité. Et cette étrangeté, cette profonde bizarrerie de l'univers, devrait nous rendre humbles. Nous sommes des singes intelligents sur une petite planète, en orbite autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie parmi des milliards. Nous existons depuis un clin d'œil cosmique, et pourtant, nous avons réussi à déchiffrer certaines des lois les plus profondes de l'univers. Nous avons détecté des ondulations dans l'espace-temps, créées par des collisions de trous noirs à des milliards d'années-lumière. Nous avons photographié l'ombre d'un horizon d'événements. Nous avons mesuré la courbure de l'espace-temps avec une précision d'une partie sur 10 puissance 15. C'est extraordinaire. C'est miraculeux. Et c'est aussi profondément humiliant, parce que chaque réponse que nous trouvons révèle 10 nouvelles questions. Chaque mystère que nous résolvons en dévoile 100 autres. L'univers est comme une poupée russe infinie. Chaque couche que nous enlevons révèle une couche plus profonde, plus complexe, plus mystérieuse. Et peut-être que c'est exactement comme cela devrait être. Peut-être que l'univers est fondamentalement inexplicable. Non pas parce que nous ne sommes pas assez intelligents, mais parce que l'explication elle-même nécessiterait quelque chose en dehors de l'univers. Et il n'y a rien en dehors de l'univers. L'univers est tout ce qu'il y a. Il ne peut pas être expliqué en termes de quelque chose d'autre, parce qu'il n'y a rien d'autre. Ou peut-être que nous sommes simplement au début. Peut-être que dans 1000 ans, dans 10 000 ans, nos descendants auront une compréhension de la réalité si profonde, si complète, que nos questions actuelles leur sembleront enfantines. Peut-être qu'ils comprendront non seulement comment l'espace-temps se courbe, mais pourquoi. Non seulement ce qu'est l'énergie noire, mais pourquoi elle existe. Non seulement comment la conscience émerge de la matière, mais pourquoi l'univers a créé des êtres conscients en premier lieu. Ou peut-être pas. Peut-être que certaines questions n'ont pas de réponse. Peut-être que l'univers est fondamentalement absurde, qu'il existe sans raison, qu'il fonctionne selon des lois qui n'ont pas d'explication plus profonde, que nous sommes des accidents cosmiques dans un univers indifférent. Je ne sais pas. Personne ne sait. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. La relativité générale nous a appris que nos intuitions les plus profondes sur la réalité peuvent être fausses. Elle nous a appris que l'univers est beaucoup plus étrange que nous ne l'avions imaginé. Elle nous a appris que la gravité n'est pas une force, mais une géométrie. Mais elle nous a aussi appris quelque chose de plus profond. Elle nous a appris à être humbles face à l'immensité de ce que nous ne savons pas. Et cette humilité, cette reconnaissance honnête des limites de notre connaissance, n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que c'est seulement quand nous admettons que nous ne savons pas que nous pouvons vraiment commencer à chercher. C'est seulement quand nous abandonnons nos certitudes que nous pouvons être ouverts à de nouvelles découvertes. C'est seulement quand nous acceptons que l'univers est plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer que nous pouvons commencer à voir sa véritable nature. Alors, revenons une dernière fois à vous, assis là, lisant ces mots. Vous tombez à travers l'espace-temps. Vous suivez une géodésique, le chemin le plus droit possible dans un univers courbe. Le sol sous vous vous empêche de suivre ce chemin naturel, vous poussant constamment vers le haut, créant la sensation que vous appelez « quote 49 ». Mais ce poids n'est pas la gravité qui vous tire vers le bas. C'est la résistance à votre mouvement naturel à travers l'espace-temps. Et maintenant, sachant cela, sentez-vous différemment votre corps? Pouvez-vous sentir que vous ne tombez pas, mais que vous êtes poussé? Pouvez-vous sentir l'espace-temps courbe autour de vous, dictant votre trajectoire naturelle? Probablement pas. Votre système nerveux a évolué pour interpréter ces sensations d'une certaine manière, et cette interprétation est profondément ancrée. Vous continuerez à sentir que vous êtes tiré vers le bas, même si vous savez maintenant que c'est une illusion. Mais peut-être que quelque chose a changé quand même. Peut-être que maintenant, quand vous sentez votre poids, vous vous souviendrez que cette sensation est une résistance, une lutte contre la géométrie naturelle de l'univers. Et peut-être que cela vous fera réfléchir à toutes les autres façons dont vous résistez, à toutes les autres luttes inutiles dans votre vie. Parce que voici la vérité. La plupart de ce contre quoi vous luttez
n'est pas plus réel que la cote 50 de gravité. Vos peurs, vos anxiétés, vos limitations perçues, ce sont toutes des constructions mentales, des interprétations de la réalité qui semblent solides et inévitables, mais qui sont en fait aussi illusoires que l'idée que la gravité vous tire vers le bas. La réalité est beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus étrange que vos interprétations ne le suggèrent. Et si vous pouviez, ne serait-ce qu'un instant, lâcher prise de ces interprétations, si vous pouviez voir la réalité telle qu'elle est vraiment, sans le filtre de vos attentes et de vos croyances, vous découvririez peut-être que vous êtes beaucoup plus libre que vous ne le pensiez. Que les limites que vous vous imposez sont aussi imaginaires que la force de gravité. Que votre chemin naturel à travers la vie, comme votre chemin naturel à travers l'espace-temps, est beaucoup plus fluide et gracieux que la lutte constante que vous avez appris à considérer comme normale. Mais je ne veux pas terminer sur une note trop mystique. Revenons à la science. Revenons aux faits. La gravité n'existe pas comme une force. C'est la géométrie courbe de l'espace-temps. Nous l'avons testée. Nous l'avons vérifiée. Nous avons détecté des ondes gravitationnelles. Nous avons photographié des horizons d'événements. Nous avons mesuré la dilatation du temps gravitationnel. Tout cela confirme qu'Einstein avait raison. Mais Einstein lui-même savait que sa théorie était incomplète. Dans une lettre à son ami Michele Besso en 1954, un an avant sa mort, il écrivait « J'ai considéré 100 fois plus que je n'ai publié. Et je suis arrivé à la conclusion que je ne peux rien affirmer avec certitude. Le plus grand physicien du XXe siècle, l'homme qui a révolutionné notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravité, admettait humblement qu'il ne pouvait rien affirmer avec certitude. Et c'est peut-être la leçon finale. La science n'est pas un ensemble de vérités absolues, c'est un processus, une méthode pour poser des questions, tester des hypothèses, réviser notre compréhension. Chaque théorie scientifique, aussi précise soit-elle, est provisoire. Elle est notre meilleure approximation actuelle de la réalité, mais elle n'est pas la réalité elle-même. La carte n'est pas le territoire. La relativité générale est une carte extraordinairement précise. Elle nous dit que la gravité est la géométrie courbe de l'espace-temps. Elle prédit les ondes gravitationnelles, les trous noirs, la dilatation du temps. Et toutes ces prédictions ont été confirmées. Mais c'est toujours une carte. Quelque part, à l'échelle de Planck, dans les singularités des trous noirs, au moment du Big Bang, cette carte s'effondre. Elle nous dit « Au-delà de ce point, je ne suis plus valide. » Et au-delà de ce point, nous ne savons pas. Peut-être une théorie quantique de la gravité. Peut-être quelque chose d'encore plus étrange. Peut-être que l'espace-temps lui-même émerge de quelque chose de plus fondamental. Ou peut-être que nous atteignons les limites de ce qui peut être connu. Que certaines questions n'ont pas de réponse. Que certains mystères sont destinés à rester des mystères. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Nous continuons à chercher. Malgré l'immensité de notre ignorance, malgré la probabilité que certaines questions n'aient jamais de réponse, nous continuons à poser des questions, à construire des détecteurs, à résoudre des équations, à explorer. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes l'univers qui s'interroge sur lui-même. Nous sommes de l'espace-temps qui s'est organisé d'une manière suffisamment complexe pour mesurer sa propre courbure. Et dans chaque mesure, dans chaque expérience, dans chaque découverte, nous touchons quelque chose de profond. Nous ne découvrons pas seulement des faits sur l'univers, nous découvrons des faits sur nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas séparés de l'univers, nous en sommes une partie. Chaque atome de votre corps a été forgé dans le cœur d'une étoile. Chaque pensée dans votre esprit émerge de l'interaction de milliards de neurones qui obéissent aux mêmes lois physiques que les galaxies et les trous noirs. Vous êtes littéralement fait d'étoiles. Vous êtes littéralement de l'espace-temps courbe prenant conscience de lui-même. Et cette prise de conscience, cette capacité à vous tenir ici, sur cette petite planète, et à comprendre que la gravité n'est pas une force mais une géométrie, que l'espace et le temps sont entrelacés, que vous tombez constamment à travers un univers courbe, cette prise de conscience est peut-être la chose la plus extraordinaire de toutes. Plus extraordinaire que les trous noirs, plus extraordinaire que les ondes gravitationnelles, plus extraordinaire que toutes les merveilles cosmiques que nous avons découvertes. Parce que les trous noirs n'ont pas conscience d'eux-mêmes.
Les ondes gravitationnelles ne se demandent pas d'où elles viennent. L'espace-temps ne s'interroge pas sur sa propre nature. Mais vous, oui. Vous pouvez vous tenir ici et vous demander « Qu'est-ce que l'espace-temps ? Pourquoi l'univers existe-t-il ? Qu'est-ce que la conscience ? D'où viens-je ? Où vais-je ? » Et ces questions profondes, troublantes, peut-être sans réponse, sont ce qui vous rend humain. Pas votre intelligence, pas votre technologie, pas votre capacité à manipuler l'environnement, mais votre capacité à vous émerveiller, votre capacité à vous tenir face à l'immensité de l'univers et à demander pourquoi. Alors oui, la gravité n'existe pas comme vous le pensiez. Ce que vous appelez gravité est la géométrie courbe de l'espace-temps. Vous ne tombez pas, vous suivez simplement le chemin le plus droit possible dans un univers qui n'est pas plat. Le sol vous pousse vers le haut, vous empêchant de suivre votre trajectoire naturelle. Et cette résistance, cette lutte constante contre la géométrie de l'univers, c'est ce que vous appelez quote 54. Mais peut-être que la vraie leçon n'est pas sur la gravité. Peut-être que la vraie leçon est sur la réalité elle-même. Que tout ce que vous pensiez savoir pourrait être faux. Que l'univers est beaucoup plus étrange que vous ne pouvez l'imaginer. Que les limites que vous percevez sont souvent des illusions. Que la réalité est fluide, malléable, ouverte. Et peut-être que la leçon la plus profonde est celle-ci. Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Personne ne sait vraiment. Nous avons des théories, des modèles, des approximations. Nous avons la relativité générale, qui fonctionne extraordinairement bien. Mais nous ne comprenons que 5% de l'univers. Le reste est mystère. Et c'est bien ainsi. Parce que si nous savions tout, s'il n'y avait plus de mystère à explorer, plus de questions à poser, plus de frontières à franchir, ce serait la fin de l'aventure. Ce serait la fin de la science. Ce serait, d'une certaine manière, la fin de ce qui nous rend humains. Alors embrassez le mystère. Embrassez l'incertitude. Embrassez le fait que vous tombez constamment à travers un espace-temps courbe que vous ne comprenez pas complètement. Embrassez le fait que 95% de l'univers est inconnu. Embrassez le fait que les questions les plus profondes n'ont peut-être pas de réponse. Parce que c'est dans cette incertitude, dans ce mystère, dans cet émerveillement face à l'inconnu, que se trouve la véritable aventure de l'existence. Vous n'êtes pas juste un observateur passif de l'univers, vous êtes un participant actif. Vous êtes l'univers qui s'explore lui-même. Vous êtes de l'espace-temps qui se courbe, qui ondule, qui se demande pourquoi il existe. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que les questions sont plus importantes que les réponses. Peut-être que le voyage est plus important que la destination. Peut-être que le simple fait de pouvoir se tenir ici, sur cette petite planète, et se demander comment fonctionne l'univers, peut-être que c'est déjà un miracle suffisant. Alors la prochaine fois que vous sentirez votre poids, rappelez-vous, vous ne tombez pas. Vous suivez simplement votre chemin naturel à travers la géométrie courbe de l'espace-temps. Et ce chemin étrange, mystérieux, inexplicable à travers un univers que nous commençons à peine à comprendre, c'est votre vie. C'est votre aventure. C'est votre chance de participer au plus grand mystère de tous, l'existence elle-même. Et ce mystère continue. Chaque jour, de nouvelles découvertes. Chaque année, de nouvelles questions. L'univers continue de nous surprendre, de nous défier, de nous émerveiller. Et nous continuons à chercher, à explorer, à nous demander. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes les créatures qui demandent, code 55. Nous sommes l'univers qui prend conscience de lui-même. Et peut-être que c'est la chose la plus